simplement un petit peu notre objectif du jour. Donc, les propos du président de la FSH pour vous rappeler, en fait, d'où est-ce qu'on vient sur ces dispositifs hors mur et surtout où est-ce qu'on veut aller. Ensuite, il y a Frédéric Douma de la Direction générale de la santé qui va être avec nous pour nous présenter notamment la mesure du Ségur, la mesure 23, qui concerne les inégalités sociales de santé, sur laquelle les ACT, la HSS ont un rôle à jouer. Elle nous présentera également certainement le PLFSS 2021 et cette mesure financière qui amène au développement du dispositif hors mur. Et surtout, ce qu'on a souhaité faire ensemble, c'est un échange de pratiques parce que Jérémy vous l'expliquera. Donc, Jérémy Olivier, administrateur en charge des statistiques et de l'observation à la Fédération, vous l'expliquera. Mais vous êtes environ une dizaine, une quinzaine déjà de gestionnaires à gérer ce type de dispositif. Pas forcément de manière homogène, pas forcément, on va dire, avec les mêmes règles budgétaires, avec les mêmes règles administratives. Et c'est ça qui est intéressant de mettre en mouvement, de mettre en synthèse pour qu'on puisse présenter à la Direction générale de la santé finalement notre vision pour demain des dispositifs hors mur. En sachant que, on le sait tous, vous recevez des mails de vos ARS, de la Fédération, même parfois du ministère, mais on est en période de crise, de Covid, et dans les étapes de la période de crise, notamment le dépistage, mais aussi la question de la vaccination, les dispositifs hors mur seront peut-être prochainement sollicités, du coup, pour accompagner cette stratégie de la vaccination. Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Double importance. On entend Léonard, je crois. Vous m'entendez? Oui, votre micro, il fonctionne. On t'entend très bien. OK, parfait. Mais écoutez, merci Laurent, merci à tous et à toutes. Laurent vient de poser le cadre de cette première rencontre de nos adhérents et je crois qu'on ne peut pas la commencer sans aborder l'année qui vient de s'écouler. Une année 2020 qui a été une année particulière, éprouvante, voire même stressante pour certains parmi nous, mais aussi une année où nous avons montré notre capacité de résistance, j'allais dire, notre capacité de réactivité, notre capacité d'adaptation, voire d'innovation. Je pense que c'est une année qui nous a bousculés, qui nous a étonnés, qui nous a bousculés, mais où nous avons fait preuve de capacité et d'innovation dans l'accompagnement des personnes que nous accueillons, des personnes en difficulté, des personnes en précarité. Donc, les dispositifs que nous fédérons, qui sont les ACT, les LAM et les HSS que vous dirigez, ont su traverser cette épreuve. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Oui. On t'entend très bien, Léonard. On demande juste aux uns et aux autres de couper leur micro. Oui, c'est parce que j'entendais les délibérations. Et nous avons su traverser cette épreuve et nous sommes restés vraiment très mobilisés. Nous avons pu continuer les activités dans cette crise et voire amplifier. Et notre engagement a été salué et reconnu notamment par nos partenaires, nos interlocuteurs des administrations centrales. Et je pense que Frédéric Douma, qui est avec nous, que je salue, notre fidèle partenaire, pourra en témoigner. Avec cette année, nous nous inscrivons aussi, comme les années précédentes, dans le cadre des politiques publiques qui sont la stratégie de lutte contre… C'est moi qui entendais. Vraiment, si on pouvait couper les micros, ça serait bien. Donc, je disais que cette année, comme les autres, s'inscrivent dans les politiques publiques et notamment la stratégie de lutte et de prévention de lutte contre la pauvreté et aussi les annonces du Ségur de la santé. Ces deux stratégies nationales ciblent clairement les dispositifs que nous gérons et montrent aussi la pertinence de les développer, de développer ces activités et aussi de voir les modèles de ces activités, notamment l'aller vers. Pour l'aller vers, qui sera le sujet principal
de notre journée. J'ai envie de dire, de citer Jean Monnet qui disait que rien n'est possible sans les hommes et rien n'est durable sans les institutions. Pourquoi? Parce que les ACT hors les murs, l'Aller vert, c'est une histoire d'hommes et des institutions, une histoire d'hommes et de femmes, parce que ça a été créé dans les années 90, 97 exactement, avec ce qu'on appelait ADPS, aide à domicile pour les personnes séropositives. Avec les hommes qui sont dans nos associations, mais aussi dans les institutions, nous avons pu, depuis 2012, démontrer la pertinence et développer un autre modèle avec les ACT d'hommes ou les ACT hors les murs. Et avec le travail que nous avons fait ensemble, nous avons pu, en 2017, avec l'aide aussi de nos partenaires, notamment les administrations centrales et la DGS, représentée par Frédéric Dumas, pu convaincre Madame Touraine en 2017 pour que ces ACT hors les murs puissent entrer dans l'expérimentation. Donc, ça fait plus de 3 ans qu'on est dans l'expérimentation et récemment, depuis le décret de 29 décembre, on entre dans ce qui est pérennisé. Donc là, je ne peux que saluer votre engagement et votre contribution, parce que si on a pu convaincre, c'est aussi ce que vous nous avez pu nous renvoyer, c'est aussi vos participations. Donc, avant que je ne laisse Frédéric et Jérémy qui vont animer la journée, je le disais au début, 2020 nous a prouvé que nous n'étions pas au bout de nos surprises et que la vie peut parfois nous bousculer au-delà de notre imagination. Alors, ce que je peux vous souhaiter, est-ce que 2021 peut avoir notre imagination être à la hauteur de ce que la vie nous réserve pour nous aider et continuer à avancer et tenter de répondre au mieux aux besoins des personnes que nous accompagnons au quotidien. Donc, je vous souhaite vraiment à toutes et à tous tout le meilleur encore et pour l'année 2021. Et merci encore pour les liens d'adhérents avec la fédération, de travail ensemble que nous tissons et que nous entretenons et que nous continuerons pour que nous puissions faire avancer de nouveaux projets et de nouveaux modes d'intervention qui sont l'Aller vert. Voilà, c'était vraiment tout juste ces mots introductifs pour saluer notre travail ensemble, pour nous encourager à continuer à innover et aussi à vulgariser les pratiques qui sont sur les territoires. Encore une fois, merci à vous tous et je vous souhaite vraiment une belle année au nom de l'ensemble des membres du conseil d'administration de la FSH et de l'équipe du siège qui se mobilisent au quotidien et que 2021 soit une année solidaire, une année d'humanité et une année où on continue d'apporter vraiment des réponses adaptées aux citoyens les plus fragiles de notre société. Je vous remercie et vous souhaite des bons travaux de ces 2 heures qui vont venir. Merci. À vous, Laurent. Donc, après ces propos introductifs de Léonard, je vous propose de laisser la parole à Frédéric Dumas. Vous la connaissez certainement. Frédéric Dumas est principalement en charge de la régulation nationale des appartements de coordination thérapeutique, de leur organisation budgétaire, et elle suit très attentivement ces travaux de hors mur, et ça a été une des chevilles ouvrières très importantes, voire même majeure, du coup, de ce développement de ce projet. Donc, Frédéric, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Okay, je vais projeter votre ouais. support. Est-ce que vous me voyez aussi, du coup, oui, ou pas on du vous tout? voit, Frédéric, mais okay, pas super. dans le bon sens. C'est quoi? Je suis pas dans le bon sens? Non. Il faut pencher la tête pour bien vous voir. Ouais, d'accord. Attendez, je suis désolée. Du coup, Laurent, je commence alors? Oui, juste une petite seconde, le temps que je mette votre PowerPoint en partage d'écran.
et le temps, Est-ce temps que que Frédéric, vous m'entendez? Est-ce Oui, que je vous vous entends. entendez? Oui, je vous entends. Oui, alors le temps que Frédéric arrive, tout juste saluer aussi leurs travaux, c'est que, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, vous savez que dans le cadre de Ségur de la santé, il va le préciser, on a quand même une enveloppe financière qui est dédiée aux mesures d'aller vers, que ce soit les ACT-DOM ou les LHSS, où on a, je crois, en tout 32 millions, dont 10 millions pour les ACT, mais je laisse Frédéric nous le préciser et je voulais vraiment saluer aussi son engagement constant et nos échanges qui permettent de faire avancer les dossiers. C'est bon? Ouais. Bah, merci beaucoup à vous, Léonard, et à vous, Oui, Laurent, c'est bon. Sweli, et toute l'équipe de la fédération. Et très bonne année à vous, messieurs, mesdames, les gestionnaires d'établissement. Donc, du coup, je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce qu'on m'a demandé, hein, le décret relatif à la création des un problème? dispositifs. Ça ne marche pas? Bah, sinon, je fais continue ou pas? Je sais pas. On vous entend, Frédéric. Hein. Après, Ouais. c'est peut-être Laurent qui voulait partager le document, mais Oui. on vous entend. En tout cas, moi, je vous entends. Oui. Oui, Ok, bon, J'ai un bonjour petit souci Frédéric. de réseau. Je vais partager votre document. Laurent, je m'en occupe. d'accord. C'est pas grave, de toute façon, vous pourrez le renvoyer sinon aux participants après, si ça marche pas. Là, ça marche? C'est bon. Ok, super. Donc, du coup, Laurent et Léonard m'ont demandé de vous présenter succinctement le décret qui crée les dispositifs mobiles des LHSS et des ACT. Donc, on va commencer par la deuxième slide. Deuxième slide. Je ne sais pas si vous me voyez. Non? Allô? Oui. Ouais, je veux bien la deuxième slide. Enfin, voilà. Vous me dites? Deuxième voilà, Slide. okay. On y est, Frédéric. On y est, c'est bon. Donc, la crise Covid a confirmé la persistance, voire l'aggravation des inégalités de santé à travers la surmortalité constatée dans certains territoires. Donc, certains facteurs sociaux de ces inégalités ont été mis en avant: logement, transport, nature de l'emploi, l'éducation à la santé. Dans le cadre de la crise Covid, et juste après coup, il y a eu le Ségur de la santé. Et pour ce qui nous concerne, nous, plus largement, la mesure 27 et pas la mesure 23, qui s'appelle « Lutte contre les inégalités de santé » et qui prévoit de développer et de renforcer plusieurs dispositifs de prise en charge des publics précaires, intégrant notamment des démarches d'aller vers, avec un budget global sur cette mesure de 100 millions d'euros qui permettra la mise en œuvre de plusieurs actions dès 2021 et notamment des actions qui avaient pu être mises en avant et en exergue lors du premier confinement et de la première vague Covid. Donc, un budget de 100 millions d'euros qui permettra de financer, entre autres, donc ce que je disais, plusieurs pans de cette mesure, notamment de doter chaque région d'une gouvernance stratégique avec un espèce de conseil scientifique visant à observer les inégalités de santé, de renforcer le FIR, ce que nous on appelle le FIR, qui est le Fonds d'intervention régional, pour engager des démarches de promotion de la santé adaptées aux travailleurs pauvres, de renforcer en temps médicaux et paramédicaux les permanences d'accès aux soins de santé, les PASS, de créer des centres de maisons de santé participatifs avec une offre adaptée aux populations des territoires défavorisés, de créer et de renforcer les lits halte soins santé, en plus encore des dispositifs qui étaient prévus préalablement dans la stratégie de lutte contre la pauvreté, et de recourir aux démarches d'aller vers pour toucher les plus exclus au travers de dispositifs mobiles que sont du coup les PASS, les équipes mobiles psychiatrie précarité, les équipes mobiles santé précarité qui ont pu être créées dans certaines régions lors du premier confinement, les LHSS mobiles et les LHSS de jour, le déploiement et la pérennisation des ACT hors les murs et aussi les services de soins infirmiers à domicile précarité, ce qu'on a appelé les SIAD précarité. Et mieux prendre en compte aussi les publics confrontés à des addictions en ville comme à l'hôpital avec le renforcement des moyens alloués aux XAPAC à Rude et aux ELSA. Vous m'entendez toujours bien? Vous me dites ça va? Je vous entends très bien, moi. Ok, super. Donc, prochaine slide.
Donc, le décret numéro 2020-1745 du 29 décembre 2020, excusez-moi pour ce jargon, relatif aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des structures dénommées lits halte soins santé, lits d'accueil médicalisé et appartements de coordination thérapeutique, vise notamment du coup, à créer, à pérenniser et à déployer tous les dispositifs d'aller vers dans le cadre des LHSS et des ACT. Donc, les LHSS mobiles devraient permettre à des équipes mobiles pluridisciplinaires professionnelles rattachées à des LHSS existants, d'aller vers des personnes en situation de grande exclusion afin de les amener vers le soin. Ces équipes mobiles seront composées à minima d'un infirmier et d'un travailleur social. Ce décret permet aussi la création des LHSS de jour et d'ouvrir du coup un accueil de jour médicalisé au sein des LHSS et permettre à des gens qui ne sont pas hébergés en LHSS de profiter de cet accueil de jour. Et comme l'a dit Léonard, ce dispositif sera financé à hauteur de 22 millions d'euros et sera inscrit dans l'ONDAM spécifique dans la prochaine campagne. Ouais, c'est bon, j'avais un peu. Allô? Ouais. Prochaine slide. Du coup, les ACT à domicile ou ACT hors les murs. Donc là, il s'agissait de pérenniser et de déployer l'expérimentation menée en 2017 des ACT à domicile. Du coup, voilà, ce décret permet, comme vous le savez tous très bien, aux équipes pluridisciplinaires des ACT d'aller vers des personnes exclues du système de soins et de les amener vers des dispositifs sociaux de droit commun. Donc là aussi, je vous redis des choses que vous connaissez parfaitement. On l'a écrit de façon assez large pour laisser vraiment la main libre aux ARS et aux gestionnaires de proposer l'offre la plus adaptée au territoire et au public se trouvant sur leur territoire. Mais on est toujours sur un accompagnement médico-social à des personnes malades en situation d'invalidité, de précarité, bénéficiant déjà d'un logement avec une acceptation très, très large du logement. Ces patients ne nécessitent pas une hospitalisation, mais présentent une dépendance importante dans l'accomplissement des gestes de la vie quotidienne et souffrent de vulnérabilité psychique, économique et ou sociale. Et là aussi, on va donc, pour ce dispositif d'ACT hors les murs, bénéficier d'un financement de 10 millions d'euros. 57, 431. Oula. Allô? Je continue? Oui, allez-y, vous pouvez continuer. Ce que je vais demander aux participants, on commence à être vraiment très nombreux, un peu plus de 80 participants, c'est vraiment vérifier vos micros, couper vos micros. Si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit un petit peu en introduction, n'hésitez pas à les inscrire dans la barre de conversation. Mais merci beaucoup de couper vos micros. Oui. Donc, ce qu'on a pu voir lors de l'expérimentation de 2017 et de ce que nous a fait remonter les agences régionales de santé, c'est que l'accompagnement et les modalités d'accompagnement des ACT au domicile portaient sur diverses modalités. Donc, on avait l'accompagnement médico-social des personnes vivant dans des zones rurales très éloignées de tout dispositif de soins, un accompagnement médico-social de personnes bénéficiant déjà d'un domicile avec notamment la demande de prise en charge de la part de bailleurs sociaux, l'accompagnement à la sortie des résidents d'ACT, que ce soit sur un autre logement, sur un dispositif de type MAS, FAM, EHPAD, l'accompagnement médico-social des personnes vivant à la rue, squat, campement, et l'accompagnement et la coordination, mais juste médicale, là, des résidents des structures de type AHI, CHRS, CHU et CADA. Donc voilà, ça c'est ce qu'on avait pu observer lors de notre première expérimentation de 2017. Les autres modifications apportées par le décret des dispositifs LAM et LHSS, c'est une simplification du régime d'autorisation, notamment avec la suppression des seuils minimum et maximum encadrant les capacités autorisées des LHSS et des LAM. Cette simplification, devrait permettre de faciliter l'installation des structures. Il a été aussi question de renforcer l'hygiène et les conditions d'accueil des personnes afin de rendre obligatoire dans chaque chambre la création, notamment pour les LAM et LHSS, d'un cabinet de toilette et d'un lavabo par chambre de 1 à 3 personnes, ce qui n'est actuellement pas obligatoire, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2022, justement pour laisser aux gestionnaires la possibilité et le temps de s'adapter à cette nouvelle réglementation. Et on a aussi souhaité une inscription au niveau du décret de l'inconditionnalité de l'accueil des personnes prises en charge en ACT, et ce, quelles que soient leurs conditions administratives. Parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui nous posaient cette question et on trouvait pas mal de le redire et de le figer un peu dans le marbre.
Et aussi, quatrième point, on a une harmonisation rédactionnelle entre LHSS et l'AM en remplaçant dans le texte du décret les mots suivi social par accompagnement social. Ça, c'est juste une harmonisation rédactionnelle. Donc, ces nouvelles modalités de prise en charge, en fait, vous permettent de pérenniser et inscrire, ce que je vous disais dans le marbre, le financement de ces dispositifs au sein de l'ONDAM spécifique. Donc, on ne sera plus en CNR, en fait. Ça va, voilà, on va dire aux ARS, bon, ben voilà, on a une enveloppe de 22 millions pour les LHSS mobiles, une enveloppe de 10 millions pour les ACT hors les murs. Faites-nous remonter vos besoins. Et en tout cas, voilà, elles auront des financements fléchés et pérennes pour financer le déploiement de ces structures. À côté des LHSS et des ACT, ce que je vous ai dans les autres dispositifs d'aller vers, on a aussi le déploiement des équipes mobiles psychiatrie précarité et le renforcement des permanences d'accès aux soins de santé. On a 10 millions d'euros de renforcement sur les EMPP, les équipes mobiles psychiatrie précarité, pardon, et 6 millions d'euros de crédits exceptionnels pour les PASS. Voilà. Évidemment, comme je n'ai pas eu l'occasion de vous recroiser, hein, il n'y a pas eu de séminaire de la FSH, mais je voulais vraiment remercier l'ensemble des gestionnaires d'établissements et des équipes pour tout ce que vous avez pu mobiliser, créer, notamment pendant le premier confinement et puis là. On a vu que vous aviez vraiment su faire preuve de réaction, d'inventivité, d'une très grande mobilisation pour vous équiper en téléphone portable, pour faire de la livraison de colis alimentaires, pour soutenir les usagers, payer des loyers, mettre à l'abri des gens rapidement, fournir des ordinateurs pour aider les enfants en situation de précarité. Donc, vraiment, merci à tous. Il faut aussi souligner, et je tenais à remercier aussi la FSH qui a été d'un grand secours lors de la première vague pour nous faire remonter toutes les informations chiffrées dont nous avions besoin, notamment pour vous délivrer des masques, des EPI, pour permettre l'accès à l'école des enfants de vos personnels. Voilà, merci à tous. Vous pouvez poser vos questions. J'espère que j'ai été claire et pas trop rapide. Alors, je vois qu'il y a certaines questions qui sont dans la barre de recherche. Si vous voulez bien, Frédéric, on peut prendre 3 minutes, 3-4 minutes pour y répondre. Oui, ça permet à Jérémy de se préparer, du coup. Première question, on est bien sur des financements annuels. Hein, pour les ACT hors mur, c'est bien 10 millions par an inscrits à l'ONDAM. C'est 10 millions de fonctionnement. Alors, c'est une bonne question. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, c'est 10 millions d'euros pour 2021. Alors, est-ce qu'ils seront en année pleine? Est-ce qu'ils seront comme sur 5-6 mois? Enfin, ça, pour le coup, je ne peux pas vous le dire. On est tout juste en train de construire la campagne, la prochaine campagne. Et voilà. Je sais que c'est 10 millions d'euros pour 2021 qui seront après inscrits en base, si c'est ça que vous voulez dire. Exactement. Et du coup, derrière, il y avait une autre question. Est-ce qu'on a une idée du volume de places qui sera créé avec ces 10 millions? Peut-être que c'est pour que certains puissent en déduire un peu le modèle de tarification. Oui. Eh bien, écoutez, je profite de mon intervention aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être que vous pouvez faire ça, la FSH. C'est-à-dire que si nous, on était partis sur un modèle de tarification à 8 000, 8 500 euros la place. Il est possible que ce soit assez peu et du coup, je profite de la présence des gestionnaires d'établissements pour ceux qui ont déjà des ACT à domicile, s'ils ont des modèles financiers un peu autres, de nous les communiquer parce qu'en ce moment, je suis en train justement de travailler à cette tarification et du coup, je suis vraiment preneuse au plus près du terrain de cette réalité financière. Voilà. Donc, si la FSH peut me faire remonter via, voilà, si les gestionnaires peuvent me faire remonter via la FSH leur desiderata financier en disant voilà 8 500 euros Frédéric c'est pas assez parce que du coup dans les zones rurales on a besoin de temps de déplacement ou parce que sur des campements avec des gens qui ont des addictions importantes, des problèmes psychiatriques, on a besoin de personnel pour les accompagner sur leurs soins, etc. Voilà, je suis preneuse. D'accord. Donc, je pense qu'on va en discuter après parce que on commence à comprendre qu'il y a différentes modalités d'intervention en hors mur, dont certaines nécessitent un véritable accompagnement finalement médico-psychosocial, donc peut-être avec des éléments tarifaires supérieurs. On en discutera certainement après.
au cours de cette réunion, mais certainement, je regarde ma collègue Bérangère aussi, au cours d'autres réunions où on précisera le sujet. Alors, j'ai d'autres types de questions. Est-ce que le comité scientifique qui décidera pour chaque territoire quel dispositif sera le plus adapté entre LHSS mobile ou ACT hors le mur ou équipe mobile santé précarité? Finalement, est-ce que ce comité scientifique a un rôle de régulation, de planification de l'offre hors mur au niveau départemental, au niveau régional? Et puis, est-ce qu'il y a un travail qui va être fait peut-être de distinction des différentes offres LHSS hors mur et ACT hors mur? Je pense que je peux comprendre de la question. Le comité scientifique, Laurent, dont vous parlez, c'est le comité scientifique là, qui a été mis en place par la mesure 27, c'est celui-là dont vous parlez, celui qui va assurer une gouvernance stratégique sur la réduction des inégalités en santé. Oui, c'est ça, oui. Et un comité stratégique pour chaque territoire également. Ouais, ou peut-être qu'on a mal compris. Non, je ne suis pas sûre. Ce que je sais, c'est que donc ce comité scientifique-là, il est piloté par ce que nous, on appelle le SGMAS, le secrétariat général des ministères des Affaires sociales. En fait, chaque agence régionale de santé aura la main assez libre pour créer ce comité. Soit il existe déjà, elle pourra le compléter, soit elle va en créer un nouveau. Voilà, je suis pas sûre que c'est lui qui va décider en fait. Voilà, on va faire plus de LHSS mobile ou d'ACT, je sais pas. Je pense que pour l'instant, vous avez chacun vos référents en agence régionale de santé qui connaissent très très bien leur territoire. Probablement que ces référents siégeront dans ce comité scientifique et feront part de leur expertise, et puis qu'il y aura peut-être un échange. Mais je ne suis pas sur le terrain. Mais je pense que quand même, le référent ou les référents, qu'ils soient PRAPS, précarité ou dans le champ PDF, auront toujours la main voilà, pour décider ce qui va être alloué ou pas. Voilà. Et avec leur directeur aussi. Hein. On a encore une petite… Et après, pardon, Laurent, excusez-moi. Oui, sur la différenciation des LHSS mobiles et des ACT à domicile, c'est vrai que c'est des dispositifs qui vont sûrement se ressembler. Nous, ce qu'on s'était dit sur vraiment ACT à domicile, c'était que finalement, on avait envie qu'il y ait une espèce de qualité d'accompagnement qui est un peu spécifique à l'ACT et aussi un accompagnement dans la durée, en fait. Puisque finalement, les LHSS, c'est 2 mois. Voilà, mais je pense qu'il y a un vrai savoir-faire de l'ACT sur la durée et que du coup, peut-être que c'est là que ça va se différencier. Peut-être que l'accompagnement de l'ACT à domicile, il va s'inscrire un peu comme ce que vous faisiez ou ce que a pu faire l'abri sur 18, 24 mois, sur des parcours un peu plus longs. D'accord. Mais après, à voir, hein, je ne sais pas comment les ARS vont vouloir décliner. Moi, je pense qu'elles vont faire elles feront des appels à projets, elles verront s'il y a des gestionnaires qui sont partants pour le faire, et puis voilà. Parce que sur cette question d'appel à projet, on ne va pas lancer le débat tout de suite, mais vous savez que la volonté de la fédération, c'est bien d'utiliser l'autorisation administrative de l'ACT pour la déployer avec une nouvelle modalité d'accompagnement, donc l'ACT hors mur, c'est-à-dire en privilégiant finalement les gestionnaires d'ACT déjà existants. Ah oui, non, mais de toute façon, on est bien clair. Hein. Les dispositifs mobiles sont pour des gestionnaires déjà existants. Vous n'allez pas pouvoir… il n'y a pas une association qui pourra dire je vais faire des ACT à domicile sans être ACT. D'accord. Pareil pour les LHSS. On va prendre quand même sinon, c'est plus un ACT. C'est une espèce d'équipe mobile santé précarité. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut qu'on se base sur la structure, ne serait-ce que pour aussi créer des synergies, des économies de moyens, etc. etc. Enfin, voilà. Je pense qu'on trouve tous et toutes ça très, très pertinent. Ce qui emmène à une nouvelle question, finalement, dans le paysage, on va dire, national, il existe différents types d'ACT hors les murs, des ACT mobiles, des ACT à domicile, dont certains sont sur des financements en mode CNR. Vous l'avez dit tout à l'heure, ceux-là rentreront dans un dispositif de financement pérenne. D'autres sont sur des cofinancements. Je pense notamment… c'est une question de Chambéry, d'Ève Mantonex. Je pense que vous êtes sur un dispositif un petit peu hybride, AVDL et financement ARS. Ève, je te laisse peut-être la parole pour bien préciser ta question. On est sur un cofinancement DD-CSPP avec un agrément intermédiation locale, enfin AVDL, on va dire, et un financement ARS pour moitié-moitié des places, enfin, pour moitié-moitié pour chaque place. Ouais.
Mais du coup, c'est parce que les loyers sont financés excusez-moi, la DDCPS, là, c'est ça? Sur la VDL, donc on ne finance pas les loyers. On n'est pas sur. Oui. Au départ, on était parti sur de l'IML et finalement, on a basculé sur de la VDL justement pour ne pas avoir cette question de loyer. Mais du coup, c'est tout à fait pertinent que la RS continue en tout cas à financer pour vous l'accompagnement médico-soc en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je pense que c'est un petit peu une question générale du coup des gestionnaires. En effet, il y a cette question du cofinancement des dispositifs. Est-ce qu'ils vont bien pouvoir, comment dire, se transformer en dispositifs ACT hors mur Oui. de manière pérenne, quoi? Est-ce qu'on ne va Mais- pas laisser tomber certaines expériences locales ou Non. expérimentations locales? Voilà, je pense pense que que c'est un ouais. petit peu les propos. Je pense que les ARS n'ont aucun intérêt à arrêter une expérimentation qui se passe pour le mieux, qui est déjà en place avec des équipes mobilisées, des professionnels formés. Enfin, ils ont tout intérêt à pérenniser une expérimentation qui marche. Voilà. Après, du coup, en fait, le truc de l'ACT à domicile, c'est que du coup, la partie logement n'est pas financée. Donc ça, c'est sûr que l'ARS ne va pas financer le logement de l'ACT à domicile. Sinon, c'est de l'ACT. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, après que d'autres directions comme la DRIL ou les directs, puisque maintenant les DRJSS sont fusionnés chez les directs, financent du logement, ça ne me choque pas du tout. Je ne vois pas pourquoi ils arrêteraient ça, en fait. Vous voyez ce que... Moi, je pense que c'est assez clair sur la doctrine nationale. N'hésitez pas à mettre d'autres questions. J'ai une petite question quand même juridique aussi concernant les LHSS, les mesures de renforcement de l'hygiène et notamment la question de la rétroactivité. Est-ce que cette mesure va concerner les LHSS déjà existants ou est-ce que cette mesure concerne principalement les LHSS à venir, à construire? Non, sur la création d'un lavabo et d'un sanitaire pour une chambre. Non, oui, non, il me semble que c'est la question. Ouais, je pense que. Alors après, je parle sous couvert de mes collègues de la DGCS. Je reviendrai vers vous pour être sûre de ma réponse. Enfin, voilà. Je pense que c'est vraiment une mise à niveau de tous les LHSS. D'où le fait qu'il y ait jusqu'en 2022 pour les équiper correctement. Ce sera une condition sine qua non pour les nouveaux Lialt Soins Santé, mais je pense que les anciens Lialt Soins Santé vont devoir se mettre aux normes. La réponse, je pense que la réponse est assez claire. Ça fait court. 2022, ça fait court. Ça fait court. Allez-y. Oui. C'est Sophie, c'est ça? Je ne sais pas qui a pris la parole. Une enveloppe financière est-elle prévue? Ça, du coup, je me renseignerai auprès de mes collègues de la cohésion sociale pour savoir si un coût d'investissement est prévu. Et après, 2022, bon, après, voilà, si ce n'est pas au 1er janvier, mais c'est au 1er mars, enfin, voilà, je pense que les agences régionales de santé ne seront pas non plus super touchy et super exigeantes. Mais il y a quand même une volonté d'améliorer les conditions d'accueil de nos résidents et des usagers. Non, alors c'est moi qui ai dit ça fait court, tout simplement parce que, bon, un lavabo par personne dans des bâtiments déjà existants, je ne sais pas comment on va y arriver. Non, ce n'est pas un lavabo par personne, c'est un lavabo par chambre. Oui, par chambre, c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile. Ouais. Je ne sais pas sur de l'existant comment on va arriver à faire de telles transformations. Il faut carrément construire, là, ou faire des conventions avec des bâtiments existants déjà, genre hôpitaux, des trucs comme ça. Je confirme que les LHSS actuels, pour en gérer plusieurs au sein de groupe SOS Solidarité, n'ont pas forcément des chambres individuelles et que ça nécessite un déménagement complet dans un autre bâtiment. Mais là, c'était pas, pardon, excusez-moi, c'était pas une personne par chambre, c'est un lavabo pour une chambre de 1 à 3 personnes. Écoutez, du coup, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment nous adresser à Clarita et moi vos retours. N'hésitez pas à nous les faire remonter. Mais voilà, pour le coup, là, les Lialt Soins Santé, c'est pas de mon champ. Je suis désolée si mes réponses sont un peu normandes et pas, pardon pour les Normands, pas très satisfaisantes. Mais voilà. Mais j'entends, si vous avez, je pense qu'il faut que vous fassiez remonter vos difficultés au niveau national aussi pour que nous, après, dans nos dialogues avec les agences régionales de santé, on puisse moduler.
Il y a des conditions d'hygiène qui sont bien meilleures que le fait d'avoir un lavabo par chambre. Sûrement, mais voilà. Comme Frédéric vous l'a dit, elle est référente à la Direction générale de la santé et pas à la cohésion sociale. Là, on est sur un sujet de construction, cohésion sociale. Moi, j'entends bien du coup la problématique. Oui, moi aussi, je l'entends. Je le ferai remonter. On le fera remonter à nos collègues. Et puis, je ne sais pas si vous étiez là, du coup, mais quand on avait soumis le projet de décret, ça avait été aussi une question qui avait été remontée par les organisations, les fédérations d'associations et les syndicats. Donc, je pense qu'on l'a tous dans le viseur. Voilà. Mais c'est pas mal. Je pense qu'en effet, Laurent, que vous envoyez un petit mail à Clarita pour qu'elle vous fasse une réponse et que vous puissiez réadresser aux gestionnaires les intentions qui sont derrière. Mais je pense que c'est vraiment pour une mise aux normes. Et voilà. OK. Donc, c'est entendu. Est-ce que Jérémy, oui, Jérémy, je te vois. Bonjour, Jérémy. Est-ce que tu peux faire un partage d'écran directement si tu le souhaites? Non, je préférais que tu le fasses parce que je suis pas sûr que j'ai la dernière version. Ah, alors. Juste j'en profite pour parce qu'il y a Frédéric, il y a des questions qui sont arrivées et qui sont intéressantes, je trouve. On vous demande quelle est la durée d'accompagnement pour un ACT à domicile et les modalités d'admission. Et puis, peut-on considérer l'accompagnement post-ACT en ACT à domicile? Oui. Alors, la durée moyenne de l'accompagnement, là aussi, on ne l'a pas limité dans le décret. Comme vous avez pu constater en lisant le décret, comme pour l'esprit de l'ACT, voilà, il y a une durée. Voilà, l'accompagnement, il n'est pas ad vitam aeternam, il y a une durée moyenne d'accompagnement. Du coup, là aussi, on laisse libre cours et aux ARS et aux gestionnaires en fonction des publics accueillis de moduler cette durée d'accompagnement. Voilà. J'espère que justement, on a laissé une très grande souplesse, parce que je pense qu'en fonction des publics qui sont accompagnés, la durée et des difficultés qu'ils rencontrent, la durée d'accompagnement n'est pas la même. Après, vous m'avez demandé quoi, Jérémy? Les modalités d'admission. Les modalités d'admission, alors là, pour le coup, on n'a pas encore travaillé là-dessus, mais un peu comme, à mon avis, il faudra qu'il y ait un partage d'expérience avec justement les autres agences régionales de santé qui l'ont fait et les autres gestionnaires d'établissements sur les modalités d'admission. Mais est-ce que, je pense que ceux qui font déjà de l'ACT à domicile doivent avoir un peu le même process que sur de l'ACT traditionnel, non? Bon, moi, je pense, mais... Je pense qu'on va pouvoir l'observer à travers le poster qu'a réalisé Jérémy, à travers le retour de vos enquêtes. Oui. Ouais. C'est intéressant, je suis preneuse de vos retours d'expérience là-dessus, sur des questions très concrètes, parce que c'est vrai qu'au niveau national, toutes ces questions-là, on les voit peu, contrairement aux ARS, mais on est preneur, c'est sûrement des questions auxquelles on sera après confronté. Donc, Et puis, il y avait une troisième question, mais je pense que vous l'avez dit dans le PowerPoint, c'était peut-on considérer que l'accompagnement post-ACT, donc suivi après, oui. Voilà. Et non, mais vraiment, ouais. Moi, je tiens à dire qu'il faut vraiment qu'on soit souple et au niveau national et au niveau des ARS, et du coup, on le redira à tous vos référents sur la modalité de l'accompagnement. Je pense qu'il faut vraiment qu'on lui laisse une grande étendue pour répondre pour qu'on ait une offre qui réponde à l'ensemble des demandes. Et en effet, je pense que même pour la fluidité des parcours des résidents d'ACT, l'accompagnement de la sortie pourra être là, du coup, pris en compte. Vous voyez ce que je veux dire? Notamment pour des parcours un peu complexes, sur des gens qui vont aller en EHPAD ou des gens qui vont aller en masse en femmes ou même qui vont aller dans un logement traditionnel, se retrouver tout seul tout d'un coup du jour au lendemain, ça ne va pas être forcément facile pour tout le monde. Et du coup, si là, on peut mobiliser les ACT à domicile pour faire de l'accompagnement, c'est parfait. Parce que moi, je pense qu'on va y gagner en fluidifiant les parcours. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Et d'ailleurs, ça faisait partie aussi un peu des recommandations, alors je ne sais pas, mais de la dernière recommandation de la NESM, enfin de la DICASM HAS sur les parcours ACT, LAM et l'HSS. Donc je pense qu'on va tous y gagner. À ce qu'il y ait un accompagnement post-ACT pour des gens qui en ont besoin. Psychi, oui. Ok, moi je peux présenter le... Oui, on va partager notre écran. Du coup, je vous présente
peut-être pas, certainement que vous le connaissez, hein, Jérémy Olivier, administrateur en charge des statistiques et de l'observation. C'est notamment Jérémy qui a cette tâche quoi, d'analyser l'activité des ACT, les pressions de la demande, la carence de l'offre, et à partir de l'ensemble de vos bilans. Et c'est notamment à partir de vos retours de bilan qu'on observe de plus en plus nombreux, un peu plus de 110 bilans ont été reçus l'année dernière, et ben, qu'on peut réaliser un certain nombre de plaidoyers, un certain nombre d'actions en étant le plus juste et le plus fin possible. Donc, Jérémy, je te laisse la parole. Oui. Alors, je vais vous présenter. Alors, cette année, on a demandé, on a fait une enquête. Ça servi dans l'enquête sur les ACT pour faire une enquête sur les ACT à domicile. On n'a changé que 2 items, mais c'est quelque chose qu'on doit travailler, je pense, avec la DGS pour avoir une enquête qui correspondra, qui permettra une analyse plus fine des ACT à domicile. Du coup, comme j'ai fait l'analyse, j'ai plus d'idées déjà de ce qu'on pourrait demander. Donc, il faudra qu'on travaille ensemble. Donc, ceci dit, j'ai fait avec ce qu'on avait et donc, on s'est servi de l'enquête traditionnelle. On a juste changé 2 items. Et pour analyser donc l'activité des ACT hors les murs ou à domicile qui avaient déjà été installés en 2019. Et il y avait été 14 répondants. En fait, il y a eu un peu plus de répondants, mais certains n'avaient pas encore installé de place. Donc, on a eu 14 répondants sur lesquels on a pu analyser l'activité. Donc, 14 répondants, ça représentait 71 places installées. Sur ces 71 places installées, en gros, alors là, c'était pas si évident que ça de faire parfois la distinction, mais 70% des places étaient prévues pour accompagner la personne dans son domicile durable, donc soit par bail direct, bail glissant ou un logement accompagné. 18% des places étaient dédiées à l'accompagnement de la personne déjà suivie par un établissement social, type CHRS, CADA, logement relais. Et puis, 11% des places étaient dédiées à l'accompagnement de la personne dans son logement précaire ou provisoire, type squat, camping, caravane ou chez des proches. Sur ces 71 places, en 2019, donc sur un dispositif assez nouveau quand même, il y a déjà eu 153 demandes d'admission. Donc, plus du double de demandes d'admission pour le nombre de places. Et quand on regarde les demandes d'admission, ben on retrouve seulement sur les modalités d'accueil, les modalités de recrutement des personnes, pardon, on retrouve les mêmes pathologies chroniques. Ça reste un ACT et on retrouve exactement les mêmes pathologies, VIH, cancer, diabète, maladie cardiovasculaire, avec quand même un très fort taux de personnes avec des comorbidités, plus que dans les ACT classiques, et beaucoup de maladies psychiatriques et de diabète dans les comorbidités. Il y avait à peu près 1 personne sur 2 qui était atteinte de troubles psychiatriques en comorbidité dans les ACT à domicile. Donc, ça reste toujours un public très pertinent pour les ACT. On ne sort pas du tout du cadre des ACT en termes de pathologie. Alors, si tu descends un tout petit peu, donc il y a eu un certain nombre de demandes et 109 personnes, 109 personnes qui ont été accompagnées, 46 femmes et 61 hommes. Juste pour vous dire que les ACT à domicile que j'ai analysées, c'était toutes des réponses en région. Il y a eu une seule place qui était installée en Île-de-France. Et donc, quand on compare aux ACT classiques, on compare plutôt à ce qui se passe en région plutôt qu'en Île-de-France. Et dans ce cadre-là, on remarque que, et moi je trouve que c'est assez important, ça, que la proportion de femmes est plus importante que dans les ACT classiques. Donc, ça a permis aussi d'accompagner des femmes qui pouvaient être en difficulté, mais qui avaient un logement et qui n'avaient pas forcément accès à un accompagnement médico-social. C'est aussi... Et là, ça m'a un peu plus surpris, c'est un public qui était plus âgé aussi que les ACT classiques. En moyenne, hein, globalement, un public plus âgé. Tous étaient résidents du département, du même département que l'ACT, et 61 personnes sur les 109 étaient dans leur hébergement durable. Voilà. Parmi tous ces résidents, un grand nombre ont pu bénéficier du coup d'intervention d'un infirmier à domicile, d'un juriste, d'un conseiller emploi. Là, on voit l'apport de l'ACT qui met en place, qui permet aussi l'accès à une coordination de l'intervention d'autres professionnels. Sur toutes ces personnes, il y a eu 49 sorties en 2019, donc
j'en reparlerai tout à l'heure, mais on peut donc s'apercevoir que les durées d'hébergement étaient plus courtes en ACT à domicile qu'en ACT classique. Et sur ces 49 personnes sorties, 23 personnes sont restées dans leur hébergement durable. Moi, en analysant, j'ai eu le sentiment, j'ai eu l'impression que, en gros, les personnes qui avaient un hébergement durable ont pu conserver leur hébergement durable. Mais ce n'est pas une question qui était spécifique. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas analyser finement. Mais quand on regarde les chiffres, ça se recoupe. Donc, on peut penser que pour ça, les ACT à domicile ont très bien fonctionné de ce point de vue-là. Des personnes qui avaient un hébergement durable ont pu le conserver malgré une maladie chronique, une situation difficile, ou l'apparition d'une maladie chronique. Je pense notamment aux personnes qui sont atteintes de cancer, qui peuvent se retrouver dans des difficultés financières importantes. Parmi ces 49 personnes, 6 personnes ont intégré un nouvel hébergement durable ou un hébergement durable, et puis un certain nombre ont intégré un ACT classique. Donc, c'est plutôt que là, un poste suivi, c'était plutôt une voie d'accès. Ça a été aussi, pour certains, une voie d'accès à l'ACT. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que peut-être était dans pas d'hébergement, tout simplement la personne, ou était en CHRS et que ça ne convenait pas, ou peut-être même que l'hébergement durable dans lequel elle était ne convenait pas du tout à sa situation. Il a fallu quand même, malgré tout, passer par un ACT. Et puis, certaines sont restées ou ont été orientées vers un établissement social. Quand on regarde donc les durées de séjour, c'est ce que je vous ai dit, eh bien on s'aperçoit que les durées de séjour, là, pour l'année 2019, sur un dispositif nouveau, sur relativement peu de place. Donc, il faut prendre avec précaution ces données. Les durées de séjour étaient beaucoup plus courtes, avec au moins une personne sur 3 qui ont profité du dispositif moins de 6 mois. Donc, j'imagine, comme il n'y a eu aucune rupture d'accompagnement à l'initiative des personnes et aucune exclusion qui ont été recensées, c'est donc qu'il y a un accompagnement court a suffi pour un certain nombre de personnes, mais on remarque aussi qu'une personne, presque une personne sur 3 aussi, a eu un accompagnement de plus d'1 an. Donc, on est sur, sur des profils assez différents de personnes accompagnées. La plupart, à propos d'état civil des personnes, il manque un mot dans le poster, mais on est sur les mêmes, la proportion de célibataires, de personnes mariées, etc., elles sont les mêmes, donc on est quand même sur une grande proportion de personnes qui sont célibataires. J'allais dire qu'ils vivent seules, mais non, elles peuvent être célibataires et elles peuvent avoir des accompagnants. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elles avaient généralement une meilleure couverture sociale, dans le sens où il y a moins de personnes accompagnées qui n'ont pas du tout de couverture sociale ou qui n'ont pas de complémentaire santé. Donc, de ce point de vue-là, les personnes avaient déjà des choses mises en place. Et de même, on peut remarquer qu'il y a dans les personnes accompagnées, il y avait plus de reconnaissance par la MDPH du handicap, soit une aptitude reconnue, soit un accès à la hache à l'entrée en ACT qui était plus important. Donc, il y a plus de personnes qui bénéficiaient de cela, mais par contre, quand on regarde au niveau de l'emploi, très très peu de personnes travaillaient. On reste sur des chiffres presque plus bas que même un ACT classique, mais comme on est en région, c'est des chiffres qui sont très très bas, donc c'est difficile de faire la comparaison, mais quasiment aucune personne n'était en emploi. Donc, on reste sur une précarité financière assez importante, avec une couverture sociale, une couverture médicale et peut-être des parcours avec la NDPH qui sont déjà bien entamés, qui sont déjà un peu meilleurs. Tu peux descendre un petit peu. Alors, on a eu très, très peu de retours sur les équipes mises en place par les ACT. En fait, c'est un peu une erreur d'interprétation, mais donc il faudra qu'on y travaille. C'est que la plupart des répondants nous ont renvoyé l'équipe de professionnels de l'ACT dans sa totalité. Ils n'ont pas renvoyé l'équipe qui composait en ETP les ACT à domicile. Et donc, seulement 4 structures nous ont renvoyé leur équipe. Donc, c'est un peu difficile de faire une analyse précise. Mais en gros, on aurait c'était à peu près 0,18 ETP par place avec des grandes variations. Pourquoi? Parce que les financements étaient très différents. On allait de financement qui allait de 4 000 € la place à 11 000 € la place, avec une moyenne de 7 000 € par place. Et donc, la proposition du ministère à 8 500 € est au-dessus de cette moyenne qui était actuelle. Et de même, on vous avait envoyé un message en vous demandant ce que vous pensiez
de ce financement. Et on a eu un seul retour, donc je profite pour appuyer l'appel de Frédéric Douma qui lance un appel pour savoir ce que vous pensez. Il y a une vraie réflexion autour du modèle financier. Et donc, c'est maintenant que les décisions vont se prendre, donc c'est intéressant qu'on puisse avoir des retours des gestionnaires d'ACT à domicile. Donc, dans l'équipe, il y avait toujours forcément un peu de direction d'administration. On reste sur un certain nombre de TP là-dessus. Et on est vraiment sur une équipe pluridisciplinaire et surtout avec 2 disciplines. Il y a la partie médecin ou coordinateur pour l'accès à l'ACT, au dispositif, et puis surtout l'infirmière coordinateur, et puis soit l'intervention d'une assistante sociale, soit plutôt, ce que j'ai vu, un éducateur spécialisé dans le logement. Sur l'équipe, avec c'était à peu près 0,2 ETP d'infirmiers, entre 0,2 et 0,3 d'infirmiers, assistante sociale, c'était très variable, assistante sociale ou éducateur spécialisé, on était entre à peu près un ETP. Pour les structures qui gèrent, en gros, les structures, elles gèrent en gros en moyenne entre 8 et 10 places d'ACT à domicile. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, en bref, c'est le même public qui est accueilli. Il n'y a pas de il n'y a pas de grande différence. On reste toujours sur un public personnes pathologies chroniques, les mêmes pathologies chroniques, quasiment les mêmes critères sociaux. Les seules différences sur les critères sociaux, c'est que il y a plus de personnes qui ont déjà une reconnaissance de la MDPH et des personnes qui sont un peu mieux couvertes du point de vue de la protection maladie. Voilà. Mais sinon, c'est exactement le même profil de personnes, avec un peu plus de femmes et des personnes un peu plus âgées. Voilà. Ce que je veux dire. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on construise donc un questionnaire qui soit spécifique aux ACT à domicile, notamment pour pouvoir analyser plus finement la situation des personnes. Savoir les personnes qui sortent, est-ce que une personne quand on intervient à son domicile, qu'est-ce qui arrive à cette personne pour laquelle on intervient à son domicile? Si la personne, on est intervenu sur un lieu de squat ou de camping, un hébergement précaire, qu'est-ce qui lui est arrivé à cette personne à la sortie, qu'on puisse analyser sur ces différents publics, ces différentes modalités d'intervention, qu'on sache précisément en quoi l'ACT à domicile a permis d'améliorer la situation de la personne et comment les équipes ont travaillé là-dessus. Donc, je pense que c'est la principale innovation qu'il devrait y avoir dans le questionnaire sur les ACT à domicile. Voilà pour moi. Écoute, Jérémy, on ne peut que te remercier du travail conséquent que tu fais de compilation de l'ensemble des données statistiques qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une vision finalement assez claire du spectre d'intervention de ces dispositifs. Il nous reste 1 heure. Alors, est-ce que moi, je pense qu'on ne peut que soutenir la proposition de Jérémy de faire une enquête, de détailler un petit peu ses activités, notamment dans ce qu'on recherche plus en ce moment, c'est-à-dire un petit peu des mesures d'impact social, soit tout de suite les conséquences de l'intervention, soit un petit peu à plus long terme. On s'était dit que c'était très intéressant du coup de faire un échange de pratiques. Donc, je vois qu'on est combien? On est 89, 90 participants. Ce qu'on peut faire déjà, si vous le voulez bien, c'est est-ce que certains, librement, veulent intervenir sur le document de Jérémy pour soit affirmer ces statistiques, enfin les confirmer, c'est-à-dire qu'elles correspondent plutôt à vos activités, soit à en faire quelques petites observations, du coup. Allez, il faut que quelqu'un se lance. Je vais prendre la parole, Marine Pinchon de l'association L'Abri. Donc, on a des mesures ACT domicile, 10. Et du coup, je rejoins Jérémy du coup, sur les chiffres qui ont été annoncés. Effectivement, nous, on a la présence de femmes plus importante sur les ACT domicile et avec vraiment un vieillissement de la population. Les personnes, ils sont âgées autour de 55-60 ans. On voit aussi qu'en fait, il y a un désert en fait, à un moment donné sur les prises en charge et ils ne savent plus qui interpeller
pour mettre en place de la coordination médicale. Donc, on est sollicité. Les durées d'accompagnement aussi, du coup, sont plus longues puisque les personnes sont plus vieillissantes aussi. Voilà. On a moins de problématiques addictives, en tout cas, nous, dans l'heure, sur les ACT domicile. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire remonter également? La durée de prise en charge, ça tourne autour d'1 an à 2 ans, en fait, en termes de prise en charge. Et budgétairement, pardon? Alors, budgétairement, au niveau de la répartition, alors moi, je n'ai pas ma mise sur le budget. Je vous laisse sinon prendre mon directeur prendre la parole. Oui, merci en tout cas. Voilà. Merci. Juste pour intervenir sur les pratiques addictives, sur le bilan, en fait, c'est à peu près les mêmes pratiques addictives qu'en ACT classique. Il y a un peu moins de personnes qui ont un usage de substances psychoactives, mais tout ce qui est traitement de substitution ou alcool, c'est les mêmes chiffres. Mais c'est vrai qu'en termes d'accompagnement, les personnes sont déjà en logement. Donc, on voit aussi la différence. On a peu de personnes en squat. Il y a eu très peu d'interventions sur du CHRS. Donc, on est vraiment déjà sur des personnes qui ont des droits, qui sont en logement, installés, avec moins de problématiques à ce niveau-là. Avec des droits ouverts? Oui. D'accord. Oui. Et du coup, vous disiez juste que c'était ce que vous aviez pu constater, c'était une espèce de désert au niveau de la coordination médicale, c'est-à-dire que c'était des gens vraiment qui étaient en rupture de soins. Les AVS parfois ne pouvaient pas assurer les missions que nous on fait dans le cadre des ACT, donc du coup. C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez un peu juste nous dire l'accompagnement physique, l'aller vers, d'accord. Les personnes à leur rendez-vous, prendre le téléphone, coordonner l'accompagnement, le parcours de santé. Enfin voilà, c'est du super. Voilà, on n'a pas forcément le relais à ce niveau-là. Où ils indiquent que ça ne fait pas partie de leur mission en fait. Donc, oui, tout ce qui va, le suivi de la coordination médicale ou d'accompagner aussi physiquement les personnes à leur rendez-vous. Voilà. C'est pas le rôle du SIAD ou c'est ça en fait, grosso modo. Ok. Non mais c'est intéressant d'avoir votre retour. Désolée. Et après, en termes d'admission, du coup, on a le même modèle d'admission, la même procédure que sur les ACT classiques. Et sur la trame, on l'a quelque peu adapté pour vraiment prendre en compte le maintien au logement, enfin voilà, l'aspect logement et puis intervention extérieure déjà mis en place. Mais après, sinon, c'est le même modèle, quasiment. D'accord. Merci beaucoup pour ces éléments. Merci. On a une petite question dans la barre de commentaires qui est néanmoins très intéressante parce que on se situe plutôt en amont de l'admission. Peut-être, est-ce qu'on peut revenir pour les gestionnaires actuels, de qui proviennent les demandes d'admission en ACT à domicile? Est-ce que vous avez réalisé, par exemple, un partenariat conventionné avec des types d'orienteurs ou est-ce que finalement, ce sont les mêmes orienteurs avec lesquels vous aviez l'habitude de travailler avec vos ACT généralistes? Nous, sur Chambéry, Laurent, clairement, on n'a pas travaillé de partenariat particulier. Par contre, dès lors que la personne est admise, on travaille un partenariat. Sur Chambéry, on accueille principalement des personnes qui sont en structure, donc en CADA ou en foyer jeunes travailleurs. Et du coup, on négocie après avec le CADA des accords pour pouvoir intervenir depuis le CADA. Et sinon, on est sur les mêmes dossiers d'admission que l'ACT classique. On a juste rajouté une case avec le nom de notre ACT hors les murs pour que ce soit coché sur le dossier d'admission. C'est Jérémy, je peux intervenir. Juste dans le bilan, ce qu'il montrait, le bilan, c'est qu'il y avait moins d'admissions qui étaient par des dossiers qui venaient de l'hôpital, beaucoup plus par des établissements, ça montait par rapport aux ACT classiques, par rapport aux établissements médico-sociaux. Mais en fait, quand on regarde, même si ça reste sur des petits chiffres, des petits pourcentages, il y avait plus de personnes qui étaient arrivées par le médecin traitant, plus de personnes qui étaient arrivées par d'autres associations, donc d'autres partenaires, et plus de personnes aussi par les associations de structures internes aux gestionnaires d'ACT. Ouais. Nous, c'est vrai que ça peut être des sorties aussi d'ACT. Également, les services tutélaires aussi nous interpellent énormément. Et puis, médecins traitants. Et puis après, le parcours classique aussi des ACT. Et là, notamment aussi, un travail avec les PTA. Donc, mais quoi? Les plateformes territoriales d'appui, en fait, où aussi ils repèrent du coup les personnes qui sont en difficulté et du coup, ils sont vivement intéressés par le dispositif ACT DOM.
Et donc, ils nous souhaitent aussi nous orienter des personnes. Ouais. D'accord. Je vais essayer de partager l'expérience de Toulouse, puisqu'on a eu 15 places, on a eu la possibilité d'expérimenter 15 places. Alors, on est sur 9 mois seulement. On va normalement ouvrir des places hors les murs aussi sur l'Ariège et certainement sur le Tarn dans les prochaines semaines. Donc, je n'ai pas de vrais chiffres, donc vous allez m'accorder le droit de le faire un peu au doigt mouillé. Mais je corrobore un peu toutes les données des collègues. Par contre, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on est sur un turnover beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'on arrive déjà à 9 mois, on a eu déjà de nombreuses sorties du dispositif parce que les parcours de coordination sont beaucoup plus simples à mener. On n'est pas sur de l'ACT DOM, même si on en fait aussi, on est plutôt sur de l'ACT hors les murs. Donc, on accompagne des personnes sous tente, on les accompagne en squat, on accompagne en CHRS, on accompagne en CADA. Donc, on a une vraie pluralité et j'aurai bientôt les chiffres pour vous donner les répartitions. Mais on est sur une vraie pluralité et on voit vraiment l'effet turnover que ça produit et les repérages différents des problématiques des personnes avec des orientations plus rapides et un vrai soutien des SIAO dans les démarches parce qu'on arrive à mener du coup des mesures de mise à l'abri plus rapides sur les publics les plus vulnérables et les plus fragilisés. Clairement, on a eu une évolution énorme du nombre de femmes accueillies et accompagnées. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Et de mineurs. On a 2 enfants accompagnés également qui étaient normalement pris en charge dans des gros CADA qu'on n'aurait jamais pu accueillir en ACT généraliste au vu du volume de fratrie et au vu qu'on n'avait pas les hébergements adaptés. Et du coup, on peut aussi accompagner les mineurs et du coup, travailler sur la question de la parentalité, de la représentation de la pathologie. Il y a un vrai joli travail qui est mené autour de ça. Ah, c'est bien ça. Et ça va continuer à se développer parce qu'on a de plus en plus de candidatures de mineurs du coup qui nous arrivent. Voilà, on est en train d'être repéré aussi sur le territoire sur ces besoins-là auxquels on ne savait pas trop bien répondre à l'origine et on est en train de s'équiper pour leur permettre ce type de réponse. Et du coup, les mineurs, ils ont les parents? Enfin, je veux dire, les parents oui. sont parents. Oui, d'accord. Ouais. Alors, on a un dossier, c'est rigolo que vous parliez de ça parce qu'effectivement, on a un dossier qui émane de l'ASE où il n'y a pas de parents, où il est accueilli dans un établissement de type MEX, et où effectivement il y a un gros travail à mener parce qu'ils arrivent au moment de la majorité avec des problématiques de santé assez importantes qui ont été plutôt gérées du côté de la minorité. Et tout d'un coup, un peu comme souvent dans les MEX, c'est mon ancien métier, c'est panique à bord, la majorité arrive et comment on fait? Donc, il va y avoir là aussi certainement un joli travail à mener avec cette jeune adulte insuffisante rénale pour la petite histoire, qui a été greffée 2 fois et 2 fois ça a capoté. Donc, il y aura un joli travail d'éducation thérapeutique à mener avec ces jeunes majeurs. La question budgétaire. Alors, nous, on y est très attentifs puisqu'on a la chance que l'ARS nous ait accordé des transformations de places généralistes. Ouais. Donc, une place généraliste transformée en 3 hors les murs. C'était Laure Lafitte avant. C'était Laure Lafitte à l'époque. En Occitanie. Hein. En Occitanie. Remettre un petit peu. Oui. Il y a le groupe SOS aussi qui a eu cette possibilité-là pour mener une expérimentation d'ACT DOM sur Perpignan. Alors, moi, j'y suis très attaché parce qu'on prend la mesure pour mener, là aujourd'hui, on est à 83 places d'ACT. Les professionnels qui font du hors les murs, il faut qu'ils soient vraiment capés et qu'ils connaissent bien le travail d'ACT. C'est-à-dire que si on ne veut pas faire, vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Nouma, autre chose que de l'ACT, il faut que les gars ils connaissent la mission de l'ACT, qu'ils la maîtrisent suffisamment. Et donc, on est obligé d'y mettre des professionnels capés. Et qui viennent des équipes ACT qui ont déjà quelques années d'expérience. Et ces bougres d'animaux, ils coûtent bien cher. Non, je le dis en plaisantant, mais c'est un vrai surcoût. Par exemple, nous, clairement, on a fait la différence entre les ACT hors les murs et les ACT généralistes. Grosso modo, même avec 11 000 €, on n'équilibre pas. D'accord. Donc, à 11 000 € la place. Sur la globalité de l'établissement, on va réussir à équilibrer parce qu'on a fait le pari pour ouvrir, en tout cas, les premières places hors les murs, d'y mettre nos professionnels les plus capés, qui avaient l'histoire des ACT et qui allaient vraiment être dans de la coordination et non pas dans du simple accompagnement et
et dans quelque chose qui se serait galvaudé sur le long terme. On voulait vraiment rester dans l'âme des ACT, dans l'émission des ACT. Donc, clairement, à 11 000 €, rien que les frais de personnel nous font péter le budget. On va réajuster, mais comme maintenant on a un fonds d'équipe capé, on va pouvoir y intégrer des nouveaux qui coûteront un tout petit peu moins cher. Mais on y met aussi le bon volume. C'est-à-dire que pour 15 accompagnements, on est sur 1,3 ETP de travailleur social. Combien? 1,3 ETP complet et 2 ETP d'IDE. D'accord. Et on va certainement monter puisque on a le confort au niveau social, en tout cas accompagnement social, pour toutes les personnes qui sont déjà hébergées dans des CHRS ou CADA, de ne pas faire d'accompagnement social. Donc, ça permet d'alléger. Mais il y a des gros besoins pour quand on intervient en squat, quand on intervient sous tente, quand on intervient dans des caravanes. Il y a la nécessité d'ouvrir tout un tas de droits et ça prend, et c'est massif le temps que ça prend. C'est un autre métier. Voilà, c'est aussi notre Alain, Ah, pardon, allez-y Frédéric. Ouais, j'ai juste une dernière question du coup pour Alain, désolé, de Occitanie. Est-ce que vos 15 personnes ACT à domicile ont accès à votre médecin coordonnateur ACT, si besoin? Si besoin, bien sûr, oui. Oui. Du coup, voilà. Vous n'avez pas pris en plus un médecin. C'est le médecin coordonnateur de l'ACT qui fait le job avec les IDE. Tout à fait. Tout à fait. On lui a augmenté son temps, évidemment. Oui, bien sûr. Lui aussi, il coûte cher. Ouais. Et on lui a augmenté son temps et il permet effectivement, il a les mêmes fonctions que. Clairement, c'est le même métier, le même travail et c'est ce sur quoi nous, on a voulu en tout cas axer les choses que sur de l'ACT généraliste. On veut produire le même niveau et la même de qualité. Voilà. Ouais. Mais du coup, vous avez. Ouais, juste après une dernière question, je laisse la parole aux autres, mais vous avez dit que 11 000 €, vous n'arriviez pas toujours à boucler. Du coup, vous seriez quoi sur du 11 500, 12 000? Faisons un peu les marchands de tapis. Madame Douma, il ne faut pas me demander ce genre de choses, parce que moi, je vais parler de 18, 19. Non. Non, je blague. Excusez-moi, il ne faut pas me lancer. Vous savez, je suis ariégeois, moi. Hein, donc, ça parler d'argent. Non, on doit pouvoir équilibrer à 11 000 €. Je pense que c'est le plafond bas. Je sais pas, franchement, je sais que j'ai des collègues, on en a parlé avant de lancer l'aventure, qui étaient en dessous. Ouais. C'est bien compliqué. Surtout, voilà, nous, on produit, y compris pour les gens à la rue, des aides à la subsistance. Donc, on leur fournit les mêmes choses que sur un ACT généraliste. On leur fournit aussi la gratuité des transports. On fournit exactement le même niveau. Donc, ça a vraiment des coûts importants. Et quand on est sur de l'ACT avec logement, pas hébergement, on produit aussi de la prestation de gestion locative. C'est-à-dire que des fois, il faut faire aussi des aménagements de logement pour des personnes en situation de handicap qu'on ne prenait pas à l'époque parce qu'on n'a pas de logement PMR. Donc, quand il y avait une situation de handicap qui se cumulait à la problématique somatique, des fois, on faisait des claquettes parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire. Là, aujourd'hui, on peut aussi le faire. Mais du coup, ça demande aussi de l'aménagement de logement. Donc, on a des coûts indirects qui sont assez importants. D'accord. Ça paraît pas. D'accord. Donc, oui, le 11 000, c'est le minimum. Donc, si vous me demandez, c'est 21. Donc, essayez. J'ai essayé pour les collègues, je suis désolé. Je n'ai pas été bon. Au cours de votre échange, un certain nombre de questions sont apparues très pertinentes. Je pense qu'Alain t'en a répondu à certaines d'entre elles, mais je vais prendre la question d'EPEP 71 en Saône-et-Loire. Est-ce que vous avez des psychologues en ACT d'hommes? On parle de l'accompagnement médico-psychosocial, on a évoqué les travailleurs paramédicaux et un temps de médecin co, les travailleurs sociaux. Et par rapport à la question psy, est-ce que certains d'entre vous, alors j'imagine qu'au regard d'une tarification à 8 500 € la place, un temps psy, ça peut être vraiment très compliqué, mais peut-être que certains, avec un volume de place plus conséquent, ont mis en place ce temps psy et qu'il apporte un certain nombre de bénéfices indispensables que vous traduiriez comme tel. Alors, nous, à Nice, effectivement, on a mutualisé l'équipe ACT et ACT à domicile. Donc, le psychologue peut être sollicité si besoin sur des interventions, tout comme le médecin, tout comme… voilà, on a augmenté les temps d'infirmiers et de travailleurs sociaux parce que c'était ce qui rentrait dans le budget, mais après, on peut solliciter en cas de besoin les autres professionnels.
Est-ce que je peux vous demander combien de places vous avez à Nice, sur quel budget vous êtes, si vous voulez bien nous l'évoquer On avec nous. a 3 places ACT à domicile à 8 500 €, me semble-t-il, à quelques centaines d'euros près, c'est dans ces zones-là. On a la chance d'avoir 36 places d'ACT à côté, qui nous permet d'être souple au niveau RH, puisque voilà, c'est le même budget. D'accord. Merci pour ces précisions. On a des questions. Est-ce qu'il y a une différence entre les ACT d'hommes et les ACT hors mur? À ce stade, on peut dire peut-être, ou en tout cas on le précisera, mais que l'ACT hors mur, c'est toutes les modalités d'intervention en dehors du parc d'appartements de coordination thérapeutique. ACT d'hommes, c'était en effet le nom usuel de l'expérimentation qui avait lieu depuis 2017. Et que dans ces dispositifs hors mur, ce qu'on en comprend, c'est qu'il y a à la fois des interventions dans le logement de la personne, des interventions en établissement, dans d'autres catégories d'établissements sociaux, CADA, CHRS, etc., et des interventions aussi directement à la rue. Et c'est ce que prévoit le décret. Est-ce qu'on peut évoquer très succinctement cette question d'intervention à la rue si certains le font directement avec leur équipe d'ACT? Alors, moi, je peux intervenir. On a eu l'occasion de le faire, effectivement. Patricia, vice-présidente de la FSH. Des Pays de la Loire et vice-présidente de la FED. Bonjour, Madame Douma. Bonjour, vous allez bien? Très bien, oui. Donc, effectivement, les ACT à la rue, effectivement, on en a accompagné. Et c'est très, très intéressant, notamment pour des personnes qui sont à la rue depuis très, très longtemps et qui ne veulent pas rentrer en institution. Et en fin de compte, c'est une histoire d'alliance, d'apprivoiser, en tout cas avec le professionnel. Donc, on a eu, ça a commencé par un professionnel, un travailleur social qui a été travailler autour du CCAS, dans les locaux du CCAS avec la personne qui était à la rue. Quand on parle de 20 ans de rue, par exemple, c'est souvent impossible de faire rentrer ces personnes en ACT. Et pourtant, des fois, c'est des personnes qui sont vraiment très grandes, en grande souffrance et avec des grosses problématiques médicales. Et puis, petit à petit, l'idée, c'est de pouvoir les faire rentrer soit en ACT classique ou trouver un autre dispositif qui serait plus pertinent que le nôtre. On aurait pu imaginer pour ce monsieur, d'ailleurs, qu'il puisse rentrer même en lame. D'accord, oui, tout à fait. Voilà. Donc, et ça a été… oui, c'est vraiment très important. Je profite d'avoir la parole pour rebondir un petit peu sur ce qui s'est dit précédemment quand on parlait de convention. Donc, effectivement, nous, on a très peu conventionné, mais on s'aperçoit qu'on est souvent victime de notre succès. C'est-à-dire que quand on accompagne avec un partenaire particulier, comme par exemple au CADA, en CHRS ou autre, et que l'accompagnement se passe très, très bien, on s'aperçoit que très vite, les demandes se multiplient. Et on est du coup victime de notre succès et on ne veut absolument pas travailler avec un partenaire unique. Et ça, ce serait le danger qu'il pourrait y avoir en signant une convention. Alors effectivement, on pourrait conventionner avec tout le monde, ça prend beaucoup de temps, et puis c'est souvent très, très frileux de la part des partenaires. Mais en attendant, on voit très bien que dès qu'on fait un peu de communication ou voire même un accompagnement qui a été un bel accompagnement, on voit, là, il n'y a pas longtemps, on avait fait un accompagnement avec l'HAD sur une personne qui était en fin de vie. La personne a pu décéder au domicile et nous, on a pu mettre la coordination en place et puis nous retirer juste avant la fin de vie. Eh bien, on s'aperçoit que maintenant, on est sollicité pour d'autres prises en charge en soins palliatifs. Donc ça, en tout cas, pour nous, dans les Pays de la Loire, c'est ce qu'on peut remarquer. Je voudrais revenir aussi sur les accompagnants, parce que ce qui se passe de plus en plus, ce qu'on voit arriver, c'est des familles. On accompagne au domicile des personnes et autour, il y a la famille. Et la famille, on ne peut pas faire fi. En tout cas, on ne peut pas mettre de côté. Alors, quand on voit que les financements sont quand même très légers pour de l'accompagnement hors les murs, déjà, on se pose la question pour les accompagnants, pour les ACT classiques, qui ne sont pas financés, sont toujours pas financés, et pour autant,
on fait un réel accompagnement pour ces personnes qui n'ont pas de soins qui n'ont pas de pathologie chronique, mais avec des problématiques sociales de fait d'être avec un parent précaire ou autre. Et là, moi, la question des accompagnants est vraiment à vraiment rediscuter, hein, parce que on voit par exemple l'accompagnement des ACT à domicile. C'est un accompagnement qui est en tout cas vu par nos équipes. Moi, j'ai 3 ACT, un dans le 44, un dans le 49 et un dans le 72. Donc, ça fait 3 équipes mobiles. Et les 3 équipes me disent que l'accompagnement à domicile, puisque nous, on différencie bien le domicile et hors les murs, parce c'est important de faire la différence, parce que l'accompagnement n'est pas le même, voire beaucoup plus complexe quand il est à domicile. Puisque par définition, quand il est hors les murs, ça veut dire qu'on peut aussi partager l'accompagnement social avec les partenaires, comme par exemple le CADA, le CHRS ou autres. Mais normalement, excusez-moi, mais les gens qui sont en CHRS, en CHU, normalement, il y a quand même une équipe sociale qui est là. Donc, ça ne sert à rien de doublonner l'accompagnement social. On la double pas, puisque justement, on fait un projet personnalisé, commun, et on voit qui fait quoi. Et on laisse la main, naturellement, aux partenaires qui ont une vraie compétence. Quand on parle, par exemple, des CADA, ils ont une réelle compétence pour la problématique, pour l'accompagnement pour les papiers, et on leur laisse la main. Ce qui laisse un peu plus de travail pour nos équipes autour de l'éducation à la santé et l'éducation thérapeutique du patient. En revanche, pour le domicile, on voit bien que c'est des personnes qui sont vraiment, vraiment en difficulté, qui souvent ne sont pas dans le parcours de santé et qui a une alliance à faire thérapeutique qui est plus longue à faire que dans les ACT classiques, puisque dans les ACT classiques, malgré tout, les résidents se sentent un peu pas redevables, mais se sentent de suivre un petit peu les objectifs, etc. Alors qu'on voit que pour le domicile, ça tient sur un fil et on peut vite perdre l'accompagnement. Voilà. Donc, cette alliance est beaucoup plus longue à mettre en place. D'accord. Donc, voilà. Moi, concernant le budget, pour le budget des places, je sais que la RS des Pays de la Loire m'avait proposé une place classique transformée en 4 places hors les murs. À domicile. Pour nous, c'est ce qui s'appelle impossible. 3 places, c'est très difficile. Et je vois pour le Maine-et-Loire, c'est encore plus difficile puisque nous, on nous a fléché en plus des places sur un territoire qui est un territoire où il y a un vrai désert médical dans le Saumurois. Et donc, ça veut dire un déplacement à 80 km de nos bureaux administratifs. Donc, ça a un coût par le temps et le matériel qu'il faut mettre en place, parce que là, il faut équiper les professionnels du matériel informatique pour qu'elles puissent travailler ailleurs que dans les bureaux administratifs. Je profite de vous avoir pour vraiment dire tout ce que j'ai à dire. Ouais. Et moi, je suis vraiment animée pour cette question de hors les murs et à domicile. Et là, on est en train de constituer nos places, puisque nous, on était dans l'expérimentation depuis quelques temps. Et maintenant, on nous a pérennisé des places. Et on a quand même maintenant un volume de places assez conséquent avec 3 équipes. Et nous, on va se réunir sur ces 3 équipes dans les 3 ACT pour travailler les process autour du hors les murs et à domicile. Voilà. Travailler la fréquence, jusqu'où on peut aller, quels documents qu'il faut mettre en place, etc. etc. Voilà. Travailler tous les process d'intervention. Tout à fait. C'est intéressant. Oui, pour un modèle dispositif ACT. Et donc, étant vice-présidente de la FEDE et puis attachée à la FEDE, comme vous le savez, je souhaite faire participer, s'il pouvait y avoir des échanges et des travaux pour qu'on puisse nous donner notre pierre à l'édifice pour modéliser ce hors les murs à domicile. Moi, je suis très, très preneuse pour les raisons que je vous ai évoquées précédemment, mais aussi pour permettre aux équipes de s'exprimer parce que, en tout cas, c'est tout nouveau pour nous et on s'est aperçu que
le hors-les-murs et à domicile est très difficile à vendre aux équipes. Et on nous avait demandé à ce que ce soit les anciennes équipes qui étaient très expérimentées dans les ACT classiques d'intervenir sur le hors-les-murs. Et là, on a des établissements où on est en crise sociale quand même, parce que les professionnels ne souhaitent pas aller travailler auprès d'un public très marginalisé, etc., à l'extérieur, parce que c'est aussi un autre métier. Voilà. Et ça, on n'avait pas trop anticipé ces choses-là. Et on est en difficulté, on surmonte cette difficulté. Mais en tout cas, c'est violent pour les équipes qui sont là depuis des années. Voilà. Excusez-moi, j'ai pris beaucoup la parole. Non, c'était très, très intéressant. Non, hyper intéressant. Si vous m'autorisez, je vais rebondir juste 2 minutes. Je ne vais pas monopoliser la parole très longtemps, parce que déjà midi et demi. Jérôme, hein, c'est ça. Oui, excusez-moi, Jérôme Hilaire de l'association Empreinte. Est-ce qu'il y a moi, ce qui m'intéresse, parce que nous, l'ARS nous a déjà redescendu des CNR sur les futurs ACT hors les murs qu'on va avoir. Donc, mais la question, c'était sur la ruralité, parce que moi, je suis sur des territoires très ruraux et c'est un enjeu important sur les territoires ruraux. Donc, c'est vrai qu'un retour d'expérience sur ceux qui interviennent beaucoup sur les territoires ruraux me serait intéressante. Après, sur les financements, moi, j'avais l'idée éventuellement, mais je ne sais pas si ça a été, certains d'entre vous ont pu le mettre en place, d'interpeller aussi les communautés d'agglo. Je pense, encore une fois, sur les territoires ruraux pour avoir des financements complémentaires et de travailler aussi, alors est-ce que c'est votre cas, de travailler beaucoup avec, enfin de travailler, en tout cas de construire un diagnostic de territoire avec les maires, parce qu'eux, ils ont une connaissance de leur territoire importante et je pense que dans les modes d'intervention, même dans l'orientation des publics, je parle bien de la ruralité, là, ça peut être un aspect intéressant. Voilà, après, sur l'allée vers, encore une fois, je suis très, très preneur de ça. Je pense que effectivement, c'est une grande partie de l'avenir de nos métiers. Ce n'est pas que ça, mais et puis c'est important, effectivement, parce qu'on a perdu il y a des publics qu'on ne touche plus du tout aujourd'hui et que ces actions-là, notamment à travers l'ARS, mais il y a d'autres actions qui se montent aussi dans l'insertion par l'activité économique, hein, aussi sur de l'allée vers, me paraissent pertinentes. Après, et je terminerai par ça, sur l'économique, il y a un enjeu aussi économique, on ne va pas se mentir non plus. C'est aussi, on sait très bien que pour diminuer les coûts d'intervention auprès de la coordination santé, des problématiques de santé avec les fermetures de lits, ce genre de dispositif, c'est un peu des relais qui sont mis en place, mais ça va être interrogeant parce qu'entre réduire des coûts, et on peut l'entendre, mais aussi il faut qu'on ait des produits, en tout cas des subventions qui sont aussi peut-être un peu mieux revues au regard de ce que j'ai entendu sur les réels coûts que ça engendre pour les structures. Voilà. Moi, Concernant la ruralité, je pense qu'effectivement, on ne peut pas faire l'économie d'aller voir les maires. Hein. Moi, je sais que c'est quelque chose qui va être mis en place avec notre directeur général dès que l'équipe va être complètement constituée, hein, sur le dispositif ACT. Pourquoi, en l'occurrence, par rapport à la ruralité? Parce que les équipes, quand il y a 80 km à faire pour aller sur un territoire, elles ne peuvent pas travailler dans leur voiture, etc. Donc, il va bien falloir trouver aussi qu'on ait des aides pour pouvoir avoir un bureau, pour avoir des antennes, des mini-antennes, quelque chose d'assez léger, hein, puisque à un moment donné, ça peut être sur un territoire, puis après partir sur un autre. Donc, on ne va pas pouvoir mettre des bureaux un peu partout. Voilà, sauf si nos finances dans l'avenir augmentent, mais ce que je ne crois pas. Donc, l'idée, ce serait de pouvoir partager des bureaux, justement, avec des CCAS, voilà. Et ça, c'est l'avenir et c'est aussi une communication indirecte qui pourra se faire, hein, si on arrive de cette manière à travailler. Mais pour dire aussi que là, ça nous est tombé un peu dessus très rapide avec la loi Ségur, là, en novembre, où il fallait ouvrir ces places rapidement, etc. Mais ça va être un travail qui va être vraiment de longue haleine quand même. On ne va pas pouvoir ficeler ce travail en une année, hein, pour pérenniser les équipes, les garder, mettre en place un modèle ACT hors les murs à domicile, hein, notamment au niveau national, en lien avec la FSH. Et oui, ça va prendre beaucoup de temps pour qu'on soit connu, reconnu, et puis qu'on puisse vraiment se développer et pour qu'il y ait une réelle pertinence au vu de ce que nous demandent les pouvoirs publics, hein,
qu'il y ait le plus possible de personnes prises en charge dans ce contexte sanitaire difficile. Moi, je rebondirai, enfin, je reviendrai. Vraiment, je pense qu'il y a une piste à travailler pour des financements complémentaires sur les communautés d'agglo. Je parle par expérience parce que nous, on a des dispositifs, enfin, on a 2 dispositifs en Seine-et-Marne où on est financé par des communautés d'agglo. Et je pense que ça peut vraiment les intéresser de participer à ce financement parce qu'on vient sur leur territoire, finalement, on vient travailler aussi auprès des publics qui sont sur leur territoire et qui sont parfois repérés par eux et ils n'ont pas forcément les moyens d'intervenir non plus. Et sur du complémentaire, je pense que c'est une piste vraiment, en tout cas, moi, c'est une piste que je vais travailler, clairement, sur du financement complémentaire. Voilà. Je sais que Sandrine Delaveau de la Croix-Rouge est également connectée, également gestionnaire du coup de ce type de dispositif. Est-ce que Sandrine, est-ce que tu peux souscrire ou compléter certains de ces propos? Vous avez anticipé un certain nombre de nos questionnements, notamment autour des questions RH. Sur les compositions d'équipe et puis surtout la qualité des professionnels optimales finalement qui peuvent être recrutés sur ce type de dispositif. Est-ce que Sandrine, si tu nous entends, à quand, comment ça se passe? Est-ce que tu utilises un dossier spécifique d'admission? Est-ce que ton rythme d'admission est plus important que pour les ACT, on va dire classiques? Et puis, quid de la tarification? Mais à ce que je comprends en ce moment, c'est 11 000, ce qui correspondrait à un tiers d'une place ACT généraliste classique, paraît également un petit peu insuffisant. Donc, on aura quand même un travail assez conséquent budgétaire à faire. Je pensais également peut-être à la question de l'investissement, quoi qu'il peut y avoir un certain nombre de mutualisations, mais j'imagine que les équipes se déplacent avec des véhicules, ce qui nous entraînera également sur une question peut-être à préciser autour de la ruralité, comme vous l'avez évoqué, parce qu'on imagine bien qu'une équipe hors mur, si elle doit faire des heures et des heures de route par jour, elle va voir forcément un nombre de résidents moins important. Donc, il y a un travail autour de la planification qu'on note bien tout de suite de réaliser avec vous assez prochainement. Sandrine, si tu veux, je te laisse la parole. Alors, nous, sur le budgétaire, en fait, je n'ai pas trop de regard parce qu'on a beaucoup mutualisé et les équipes et le matériel qu'on a sur les ACT classiques en ACT à domicile. On essaie, lorsqu'on travaille en ACT à domicile, effectivement, de réduire le protocole d'admission, d'aller plus vite et d'intervenir sur des choses très précises. Des objectifs sont posés au départ, alors après ils sont médicaux, parfois ils sont de manière très surprenante d'adapter un logement au milieu rural pour des personnes dont les problèmes de santé ont réduit la mobilité et tout ça, c'est-à-dire mettre des barres de maintien, travailler le fait que des infirmiers à domicile puissent passer, mais voilà, ponctuellement. Et l'ACT à domicile intéresse tous les personnels de l'ACT classique et même le personnel des moyens généraux, justement pour adapter certains logements aux difficultés des personnes qui les occupent. Du coup, au niveau budgétaire, je ne peux pas tellement répondre. Il faudrait qu'on fasse quelque chose de plus fin. Il faudrait aussi qu'on ait plus de places, puisque pour le moment, on n'expérimente que sur 2 places. Et l'équipe veut bien augmenter son temps de travail et son activité. Et du coup, on accueille 7 personnes pour pouvoir faire cette expérimentation de manière un petit peu plus concrète. Mais voilà, le tout maintenant est de répondre à des objectifs très précis et d'essayer d'avoir des accompagnements efficaces et relativement courts. Mais voilà, beaucoup de choses restent à faire pour avoir une vision plus concrète de tout ça. Merci. Et Laurent, excusez-moi, j'ai 2 petites remarques. Est-ce que je peux les faire? Je vous en prie, Frédéric. Je vous en prie. Merci beaucoup pour la présentation de Caen. Je trouve ça assez intéressant, les mutualisations de l'équipe et du matériel. Je voulais juste te demander, quelqu'un avait évoqué, je pense que c'est Toulouse et Alain de Occitanie, son partenariat avec le SIAO.
ce que je trouve bien, vu que souvent nos structures n'émargent pas sur les dispositifs du SIAO. Donc, du coup, ça, je ne sais pas trop comment ça se fait, ce qui se passe, comme les SIAO sont départementaux, de temps en temps, il y a des présences médicales qu'il n'y a pas partout. Mais ça serait bien qu'on le fasse remonter comme retour d'expérience à valoriser. Voilà. Et après, sur l'investissement, en effet, là, j'ai regardé un peu le chat. Pour l'acquisition d'une voiture ou l'acquisition d'un camion ou de matériel, d'ordinateur, etc. En effet, les ARS, de toute façon, elles ont des CNR. Elles vont se retrouver quand même l'année prochaine avec une masse de crédit qu'elles ne vont pas pouvoir tout engager rapidement. Et donc, ça sera l'occasion à ce moment-là de demander des dépenses d'investissement pour le déploiement de tous vos dispositifs d'ACT à domicile, que ce soit du matériel informatique, des équipements type mobile, etc. Voilà, je voulais juste vous dire, préciser ça. Et je suis preneuse aussi, du coup, de ces retours d'expérience sur le SIAO, parce qu'en effet, si ça permet aussi que les gens puissent être hébergés plus rapidement et tout, je trouve ça très, très intéressant. Alors, le retour d'expérience. Ouais, pardon, Laurent. Non. Vas-y, Alain, poursuis tes propos, mais je vous informe que tout de suite après, on fera un petit encart quand même sur la question des LHSS hors mur. Parce que quelques gestionnaires de LHSS hors mur sont avec nous, et je pense que ça serait intéressant, bien que la DGCS ne soit pas là et qu'on n'arrive pas encore à exploiter les données statistiques des LHSS au niveau national, d'avoir une prise de parole quand même sur ce nouveau dispositif. Alain, je te... Oui, bien sûr. Alors, sur les expériences de collaboration avec les SIAO, nous, on a l'opportunité, on a conventionné avec 2 SIAO, celui du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Donc, on siège à certaines commissions pour amener de l'expertise. On ne met pas les places au pot commun. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit du tout. Ce n'est pas du tout l'objet, mais on siège déjà pour amener une autre forme d'expertise, pour essayer de repérer les publics le plus tôt possible et pour penser les parcours de ces personnes dans les meilleurs délais, dans les meilleures dispositions pour ces personnes accueillies. On est en train d'essayer aussi également, et ça l'ARS Occitanie nous a permis d'avoir des CNR pour faire une expérimentation sur cette année. Donc on est dans des balbutiements. Vous allez excusez encore une fois, je vais faire quelque chose un peu au doigt mouillé, mais on est en train d'essayer de monter un programme de convergence médico-sociale, qu'on a nommé ça comme ça. L'idée du programme de convergence médico-sociale, c'est de construire un lieu avec un guichet unique d'orientation, puisque l'UCRM a la possibilité d'avoir un LAM et un ACT, et des ACT, pardon. Et l'idée, ça serait déjà d'avoir un guichet unique d'orientation, c'est-à-dire qu'on nous adresserait, non pas par établissement et par doublon des candidatures, mais déjà, elles arriveraient qu'à un seul et même endroit, et on essayerait comme ça de faire un premier tri des premières préconisations. Le deuxième objet de cette convergence médico-sociale pourrait être, on a des partenaires parfois, j'ai eu un appel hier, ça peut être le bon exemple, d'un CHU qui m'appelle avec une personne qui a des droits ouverts, qui a tout ce qu'il faut, ils ont fait un super job de coordination. C'est pour ça que si je revenais sur le hors les murs, il faut être très attentif. Les travailleurs sociaux n'ont pas à se substituer au lieu d'hébergement. Quand le travail est fait par le lieu d'hébergement, ça c'est clair. Se substituer. C'est pour ça que nous, on a baissé le niveau de travailleur social et qu'il est purement à destination des personnes qui sont à la rue ou à domicile, et que ces travailleurs sociaux, surtout, ils sont là pour coordonner, et c'est un peu le niveau de vigilance. C'est le phare un petit peu qui fait un petit peu attention. Donc, cette personne-là, pour le coup, on voulait nous l'adresser en ACT, on a dit ni hors les murs, ni généraliste, ça ne servira à rien. Il faut reloger rapidement cette personne-là. Et si vous voulez, ce qui se fait dans le réseau informel, on va essayer de le formaliser dans cette plateforme convergence. Vous parlez tout à l'heure de psychologues. Il y a des établissements qui ne peuvent pas se payer des psychologues, voire nous, par exemple, sur les ACT Saint-Marie, on ne veut pas de psychologue dans l'établissement. Tu as essayé la nouvelle classe? Psychologue dans l'établissement. Alors, ça fait la même? Ouais, pas tout à fait, mais ça va. C'est vrai, ça fait quoi de Non, c'est un tout petit peu plus tassé, mais pas trop. Pas qui c'est qui parle. Et on ne veut pas de psychologue dans l'établissement pour la seule et bonne raison qu'on préfère adresser à l'extérieur et être vraiment dans du parcours de coordination, et que la personne puisse s'approprier un lieu thérapeutique à l'extérieur qui pourra se pérenniser, alors que si on attaque une démarche thérapeutique en interne au niveau de l'élaboration psychique, voilà, on n'est pas trop favorable à ça. Et cette convergence médico-sociale pourrait être un lieu justement qui mettrait à disposition d'autres services et d'autres établissements ce genre d'expertise et ce genre de professionnels.
On a une association qui a fait de l'habitat inclusif sur Toulouse qui nous a sollicité aussi pour un mandat. Et on va accompagner ces personnes qui sont en situation de handicap psychique au travers de cette plateforme, de ce programme Convergence médico-sociale. Nos commissions d'admission, le SIAO vient à nos commissions d'admission, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont témoins de ce qui se passe. C'est fini l'omerta, on ne le fait pas en off. On y invite aussi, j'ai vu Tony tout à l'heure, je ne sais plus où il est passé, on y invite aussi l'autre ACT. Là, pour le moment, c'est sur les commissions LAM. On va ouvrir et essayer de développer cette année les commissions d'admission à l'ensemble des ACT et des LAM de l'UCRM, et donc d'y inviter les partenaires pour qu'ils viennent de l'extérieur et participer à la création d'un parcours pour la personne accompagnée. D'accord, merci beaucoup. Le SIAO, tout le monde est présent, la plateforme Santé Précarité essaye d'être présent, et les LHSS de Toulouse, donc à travers la clé, et celui du CHU sont aussi présents à ces commissions. Et on essaye comme ça d'articuler les choses un petit peu différemment. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Madame Dubin. Si, mais je trouve ça très, très intéressant, en fait. Je trouve qu'il faudrait... Enfin, c'est vraiment intéressant à faire remonter, en tout cas. Merci beaucoup. Peut-être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va faire un petit tour du côté des LHSS Ormur avec Narges Imed, si elle en est d'accord, pour qu'elle puisse nous présenter un petit peu ce dispositif. Et puis, si tu peux nous dire quels sont, à ton regard, en tout cas, les différences que tu peux observer entre les LHSS Ormur et les ACT Ormur. Et après, on prendra une série de questions. Je vois que certains d'entre vous ont levé la main de manière numérique, donc n'hésitez pas à le faire ou poser vos questions dans la barre de conversation. Bonjour à tous, merci de nous donner la parole aujourd'hui. Donc moi, je suis infirmière coordinatrice du projet LHSS Hors les Murs sur Marseille. Actuellement, on a 15 places. On dépasse un peu au vu des demandes. Il y a 3 portes d'entrée au niveau des LHSS hors les murs. Il y a la première porte d'entrée qui représente en fait les demandes en attente en entrée en LHSS classique. Ça représente souvent les sorties d'hospice. Et l'objectif, c'est justement de commencer à amorcer le travail des LHSS par l'ouverture de droits, par l'accès aux soins et par un début de soins. Et pour éviter que cette personne se retrouve à la rue. Donc, il y a un travail qui est fait avec le 115 à ce niveau-là et les hôtels 115 notamment. Donc, ça, c'est la première porte d'entrée. La seconde porte d'entrée, c'est que le soin ne soit pas un frein à l'hébergement déjà existant. C'est-à-dire que des fois, on a des personnes qui sont déjà en hébergement, CHRS, en appartement, et l'objectif, c'est que la décompensation ou la découverte d'une pathologie n'entrave pas l'hébergement et l'accompagnement qui est fait. Donc là, ça va être vraiment l'apport et l'outillage des compétences du LHSS. Ça reste essentiellement des missions, on va dire, paramédicales et médicales. L'objectif, c'est toujours d'aller vers les personnes au plus près. Donc, on se déplace, nous, on outille les personnes, on outille aussi les accompagnateurs, les travailleurs sociaux, grâce à différents moyens. Et l'objectif, c'est vraiment que la personne puisse continuer à rester dans son hébergement malgré l'apparition ou la décompensation d'une pathologie. On a une prise en charge de 6 semaines. L'objectif, c'est vraiment de revenir sur le droit commun le plus rapidement possible. Tout de suite, la mise en place d'ITSEL, tout de suite se référer au médecin traitant le plus proche pour continuer le suivi, même si on part, en gros. Et la troisième entrée, qui est aussi une sortie du LHSS classique, pour avoir des places en LHSS classique, il faudrait qu'on puisse faire sortir les personnes. Et pareil, des fois, le fait qu'une personne sorte avec des traitements ou une coordination médicale avec des rendez-vous peut freiner l'accès à certains établissements. Et l'objectif, c'est d'accompagner pendant ces 6 semaines et de mettre en place une coordination médicale autour du droit commun. Parce qu'en général, quand on sort du LHSS classique, on a des droits. En tout cas, on a une ouverture de droit. Et du coup, c'est vraiment d'essayer d'outiller et de rassurer les équipes. Donc, pendant 6 semaines, on est présent et on met en place toute la coordination. En termes
d'équipe. Aujourd'hui, l'équipe, elle est composée d'une infirmière, d'un ETP infirmière, d'un ETP aide-soignant, parce que beaucoup de décompensation ou beaucoup d'états aigus nécessitent, surtout sur des personnes précaires, marginalisées, où il y a des pansements et tout ça, des soins de nursing. On s'occupe aussi de la gestion du linge, par exemple, toutes les missions liées au LHSS. En fait, on va surtout pas se substituer à ce qui existe déjà. C'est-à-dire que s'il y a un service de lingerie, on le laisse en place. Par contre, si la personne est en hôtel 115, ça va être une question qu'on va se poser. Du coup, comme les prestations des LHSS proposent un service de lingerie, on le prendra en compte. Aussi au niveau de l'alimentation, c'est quelque chose, même si on essaye de travailler sur ce qui existe déjà dans le réseau précarité à Marseille avec les restaurants, avec des douches, parce que l'objectif, c'est aussi de les outiller pour que dès qu'on ne soit plus là, les personnes puissent avoir des ressources et un accès et des références autres que nous. C'est vraiment aider à un moment T et éviter la rupture et éviter une décompensation qui emmènerait la personne à repartir aux urgences. Voilà, vraiment, l'objectif, c'est ça. Je ne sais plus ce que je disais. Donc, voilà, au niveau de l'équipe, on a aussi… Alimentation. Voilà, 0,25 de médecins. Ça, c'est très important parce que la réactivité, ce qui fait qu'on arrive à réagir, c'est que le médecin va vers les personnes, chose qui est trop compliquée pour amener une personne chez un médecin, pour avoir un rendez-vous. Sans compter les fractures numériques, la fracture numérique, quand on sait que beaucoup de choses se font en visio et que ce n'est pas possible pendant la période du Covid, ça a été vraiment un élément important. Donc, NETP médecin 0,25, ce qui nous permet d'avoir des ordonnances et d'être réactifs pour faire des bilans sanguins. Un temps de NETP infirmière, NETP aide-soignant, NETP infirmière coordinatrice, parce que la gestion des rendez-vous pour 15 personnes sur des pathologies complètement différentes, j'ai envie de vous dire que ça prend du temps, qu'il y a des embus, il y a des plannings. Je pense que vraiment la coordination, c'est le plus important. L'ETP infirmière est très important, mais aujourd'hui, il ne suffit pas parce que des fois, on a des personnes sans accès aux droits. Du coup, les soins, malheureusement, les injections, c'est des fois le soir, des fois le week-end, des fois les jours fériés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se met à payer des IDEL pour continuer parce que même la passe n'est pas présente. Et du coup, ça a été une de nos premières remarques. C'est vrai que l'ETP infirmier, c'est limite parce que le soin ne fait pas 35 heures semaine. Hein. Du coup, c'est compliqué. Et aussi, on mutualise parce que je fais partie du LHSS LAM de Fontaigneux. Donc, on mutualise au niveau social, on n'est que sur l'accès aux droits, aux soins. C'est-à-dire qu'il faut une ouverture de droit. Si la personne doit entrer chez nous, donc on va amorcer pour éviter qu'elle passe trop de temps chez nous et du coup, ça permet de mettre en place des traitements et tout ça. Parce que des fois, on a 3 mois d'attente, par exemple, pour l'ouverture d'une AME. Donc, du coup, nous, on va commencer la prise en charge, mais le fait de commencer la procédure d'accès aux soins permet de réduire la durée de séjour au LHSS. Bien sûr. Il y a aussi une mutualisation avec essentiellement le social et aussi les partenaires qu'on connaît déjà, mais là, c'est des libéraux, des kinés, le MLPP, voilà. L'objectif, c'est vraiment le MLPP, pardon, l'équipe mobile psychiatrique, parce qu'en fait… Le MPP, ah oui, d'accord. Voilà. En fait, la problématique, c'est qu'on a des personnes qui sont très, très addictes, où le maintien du collectif, des fois, ce n'est pas possible. Qui sortent précocement de l'hôpital, qui sortent même juste après une réa de l'hôpital, hein, ça arrive, parce que l'addiction est tellement importante que le collectif ne tient pas, quoi, concrètement. Ouais. Que les règles du collectif ne lui permettent pas de continuer les soins. Et voilà, on a aussi 2 véhicules, ça c'est important parce qu'on est une équipe mobile et qu'on va vers et qu'on fait beaucoup d'accompagnement parce que soit on a des personnes qui n'ont pas de droit, donc on ne peut pas faire appel à des transports, ou soit parce que déjà pour trouver la personne c'est compliqué, leur priorité c'est pas le rendez-vous médical et il va falloir qu'on aille au parking, au casino à côté pour aller le récupérer. Et on a une stat au niveau des rendez-vous qu'on a pris, des rendez-vous honorés et on se rend vite compte que si on n'accompagne pas, on perd en général le patient. Il y a aussi la barrière de la langue
il y a aussi le fait que culturellement, c'est pas la même chose. Et du coup, le fait d'accompagner en face d'un autre professionnel et d'avoir un professionnel en face, c'est très aidant, surtout pour le retour. Parce que des fois, la personne va en consultation, elle n'aura même pas compris ce qui s'est passé, les enjeux de la consultation. Et du coup, pour le suivi, on peut être perdu. Là, on arrive, on explique aussi la problématique des personnes et de dire que voilà, cette personne, elle est vulnérable. OK, vous voulez un bilan sanguin toutes les semaines, mais concrètement, elle est impeccable, ça va être très compliqué. Il va falloir trouver une autre stratégie. Donc, du coup, voilà, j'essaye de faire rapide pour ne pas prendre tout le temps. Voilà, si vous avez besoin. Très intéressant. Ouais, hyper intéressant. Et moi, j'étais juste. Et c'est quoi votre tarif LHSS hors les murs, là, Marseille? Alors, moi, je vous inviterai à vous rapprocher de ma directrice parce que je ne pourrais pas vraiment vous dire, ou de mon directeur régional. Je sais qu'on travaille beaucoup en mutualisation parce que les LHSS et l'AM ont des moyens plus importants. Ouais. Concrètement, les personnes sans droit, c'est pas ce qui représente le plus de personnes. Mais il n'y avait pas longtemps qu'on existe, donc je vous inviterai à vous rapprocher. Oui, vous en faites pas. Voilà. Ouais. Du coup, Laurent, il faudra peut-être qu'on organise une petite réunion de travail sur ça. Je me disais qu'en effet, il était important que les deux dispositifs puissent s'enrichir mutuellement. Oui, il faudrait peut-être que, je me permets juste de coopter 5 minutes encore, 2 minutes, après je me tais, promis, qu'on organise avec vous et puis les gestionnaires d'établissement et peut-être Clarita, juste un petit débriefing budgétaire. En tout cas, moi, ça m'est ultra précieux. De toute façon, je pense qu'on va, de toute façon, on dira aux ARS qu'on n'est pas dans un budget figé, en fait, qu'en fonction des publics accompagnés et des modalités de prise en charge, on va être dans une espèce de fourchette. Après, voilà, il faudra qu'on capte un max. Il y aura un montant, un seuil à ne pas dépasser, parce que pour qu'après, on alloue nos crédits, nous. Voilà. Mais en tout cas, je serais hyper preneuse qu'assez rapidement, on s'organise un petit quelque chose avec tous ceux qui veulent. C'est vraiment très, très intéressant. Merci en tout cas à tout le monde. Je pense qu'on peut le programmer, Frédéric, assez rapidement. J'ai juste laissé la parole à Delphine Cottard de Centre-Val de Loire. Merci. Une région qu'on n'a pas entendue. Du coup, c'est juste une intervention donc, concernant effectivement un retour d'expérience, mais qui peut se faire aussi sur les pôles sociaux, donc en CHRS notamment, où on a commencé à expérimenter. Donc, sur Cité Caritas, la Cité Jean-Baptiste Caillot de Bourges, on a également un pôle d'hébergement classique et on a également un ACT qui, pour l'instant, n'a pas de hors les murs. Par contre, nous avons expérimenté en 2020 et nous allons continuer en 2021 du hors les murs sur des centres d'hébergement type CHRS. Et donc, ce que je voulais vous faire comme retour, c'est que nous avons différencié différents types d'interventions, des interventions après le passage en CHRS et également des interventions en amont pour limiter les expulsions des personnes qui ont leur logement et qui garderont leur logement. Et donc, on intervient en logement chez des personnes qui n'auront pas à être hébergées. Et donc, dans les deux cas de figure, les prestations ne sont pas les mêmes et donc la tarification était différente. Et donc, peut-être insister sur le fait que plus la prestation est complète, c'est-à-dire qu'on veut faire intervenir l'ensemble des acteurs, le médecin, l'infirmière, être vraiment à domicile, c'est-à-dire sans autre possibilité d'accompagnement, il est vrai que dans ce cas-là, il est compliqué d'imaginer que le tarif soit complètement éloigné du financement actuel d'un ACT classique parce qu'il n'y a que l'hébergement en moins et l'hébergement en moins, ce n'est pas beaucoup. Voilà, on peut dire que ça dépend des régions, mais vous êtes dans un ACT parisien. En région, oui, en parisien. Mais peut-être c'est là où il va falloir dans des grandes agglomérations. Mais en fait, on ne peut pas dire à notre financeur, l'assurance maladie, on vous fait un dispositif, on enlève l'hébergement, ça coûte tout aussi cher. Alors, peut-être pas, mais sachez quand même que les frais de personnel, à mon avis, sur l'ensemble des ACT, correspond au moins à 50 à 60% de notre budget. Oui, donc, si c'est l'ensemble de l'équipe qui intervient à domicile, il faudra bien que la prestation soit détaillée pour savoir comment on intervient à domicile si on est sur des financements qui sont pour 1 pour 3. C'est tout. Après, c'est une histoire de définition de l'intervention. Mais sachez juste qu'à mon avis, je n'ai qu'un ACT de petite taille, ça sera la fédération de vous le confirmer, à partir du moment où les frais de perso correspondent à 50 voire 60% des budgets en général, vous voyez bien que si on veut une intervention complète de l'ensemble de l'équipe à domicile, on est forcément sur quelque chose qui ne peut pas être de 1 pour 3.
Oui, j'entends bien. Après, nous, après, je ne sais pas comment. Après, si vous êtes. En fait, nous, on se disait aussi qu'il y a un moment, il y aurait quand même des économies d'échelle, de la synergie. Alors après, peut-être qu'en effet, c'est plus facile pour un très grand établissement de créer cette synergie et de générer des économies et de reboucler sur les coûts que pour un petit établissement d'ACT. C'est possible aussi. Non, mais j'y vois aussi un intérêt. J'y vois un intérêt quand on crée de nouvelles places, on n'a pas les mêmes coûts de départ. À partir du moment où vous avez une structure qui est porteuse, on aura également cette... Oui. Par contre, je voulais juste qu'on soit d'accord sur le fait... Non, mais ça, j'entends bien. J'ai bien... Ouais. Voilà. Et après, je pense aussi que quand on intervient au CHRS, et je le redis, et ça c'est pour tout le monde pareil, on ne pourra pas, en tout cas l'ARS et l'autorité financière ne pourront pas entendre qu'on refinance du social. C'est pour ça que je voulais insister sur le fait qu'on ne va pas pouvoir définir des échelles à tout va, mais quand on intervient en CHRS et qu'on n'a pas la partie sociale à assumer, effectivement, les ACT n'ont pas l'équipe complète qui intervient. Donc, je ne sais pas quel sera le juste milieu. En tout cas, effectivement, de bien préciser les missions, ou alors c'est un pot commun et on sait qu'on aura à un moment donné des interventions non complètes en CHRS et d'autres sur précaire qui est beaucoup plus insistant. Mais il faut avoir conscience que ce ne sont pas les mêmes prestations et donc pas forcément le même besoin en équipe et donc en coût humain. Voilà. Non, mais je pense que c'est quand l'ARS écrira son projet et que vous-même, vous serez dans la rédaction de votre projet d'établissement et que du coup, vous définirez bien la file active que vous pourrez et que vous souhaitez accompagner en disant, du coup, si j'ai tant de personnes dans la ruralité, il me faudra un véhicule, du temps humain parce que je vais passer beaucoup de temps sur les routes, parce que là, je vais aller en CHRS. Donc, évidemment, à ce moment-là, ce sera un dialogue avec l'ARS. Tout à fait. Merci. Du coup, voilà. De rien. Merci à vous. Madame Nouma, les économies d'échelle, pour moi, ça apparaît quand on est un très gros établissement. Voilà. C'est vraiment à partir de là qu'on arrive vraiment à l'équilibrer. Nous, on a peu de recul, mais sur les quelques mois qu'on a mis, on s'est rendu compte que de la nécessité de rajouter de l'IDE. On a embauché massivement. Là, on est en cours de recrutement avec toute la difficulté que ça produit. D'ailleurs, de recruter, on recrute de l'infirmière parce qu'effectivement, l'ACT hors les murs, c'est beaucoup d'accompagnement et de coordination et d'éducation thérapeutique. Même si le travailleur social fait de l'éducation thérapeutique et il est dans l'aide à l'observance, n'empêche qu'il faut vraiment beaucoup plus. On inverse proportionnellement, nous, les prorata d'accompagnement. D'accord. Ok, super. Et ça coûte. Oui, je reviens, Madame Douma. Je vois qu'il est 13h01. La fin de notre rencontre étant fixée à 13h, on va devoir s'arrêter. Peut-être juste avant, il me semble que Nathalie Ovic de l'association Basiliade à Lyon voulait faire une prise de parole. Non, Nathalie, non. Sans regret, du coup. Ok, très bien. Donc, moi, ce qu'on peut en comprendre, en tout cas ensemble, c'est qu'il y a un travail de clarification budgétaire, il y a des effets masse, il y a des effets seuil à travailler. Il y a certainement aussi comme on l'a dit, avec les LHSS, avec les ACT, hors mur, un travail de peut-être pas une simple foire aux questions, mais peut-être un petit guide d'accompagnement à la fois pour les associations gestionnaires pour qu'elles puissent inscrire ce nouveau dispositif dans la planification régionale, et puis peut-être un petit fascicule, on verra je regarde ma collègue Bérangère, mais peut-être un petit fascicule, un petit guide d'accompagnement pour les équipes pluridisciplinaires, peut-être pour tracer en tout cas les grandes orientations ou les grands axes dont on vient de parler aujourd'hui. Donc, dans tous les cas, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve spécifiquement sur ce sujet, peut-être assez rapidement, puisque la campagne... En tout cas, avant la campagne budgétaire. Donc, moi, ce que je vous proposerais, c'est peut-être qu'on ait un travail de suivi à partir du mois de février sur ce sujet, avec un objectif de clarification qu'on pourrait avoir avec la DGS et la DGCS sur la question du financement, de ce fait assez rapidement. Jérôme ? Jérôme ? Juste avant qu'on oublie, est-ce qu'on pourra avoir le bilan qu'a fait Jérémy pour nous transférer ce bilan, parce que bien sûr, ça va intéresser tout le monde, ceux qui sont déjà en ACT hors les murs et d'autant plus ceux qui vont créer des dispositifs comme c'est mon cas. Donc j'ai vraiment besoin de ce bilan pour Merci, c'est tout. Bien sûr. On vous enverra le bilan des ACT 2019 prochainement et il est inclus dedans. Voilà, donc vous l'aurez. Je vais vous dire, c'est que ce qui est hyper important pour un nouveau dispositif comme ça,
c'est de pouvoir remplir les bilans. Donc, on vous demandera de remplir les bilans, mais ça veut dire que même les nouveaux porteurs, il faut déjà penser à enregistrer les données, enfin, je veux dire, à aller chercher les données, à les enregistrer, à penser à quel type de données il vous faut. Donc, pensez-y tout de suite. Et puis, j'en profite aussi pour saluer toute l'équipe dont je suis administrateur aussi, ACT64, toute l'équipe a suivi le dispositif. Et j'espère qu'ils se lanceront dans l'aventure. Voilà. C'est bien pour ça demain que je ne serai pas au conseil d'administration, Jérémy, parce que je serai avec l'ARS. Sur les ACT hors les murs. Eh bien, écoutez, il nous reste à vous saluer, à vous souhaiter une nouvelle fois une belle année pour vous et pour vos proches. Moi, je vous renouvelle une nouvelle fois tous mes remerciements parce que systématiquement, quand on vous demande des informations, de remonter des choses, vous le faites et vous participez. Je pense que le Ségur de la santé, c'est certainement, en tout cas grâce à vous et grâce à votre travail de remontée d'informations, de demandes que Jérémy a pu compiler et qu'on transmet systématiquement au cabinet des ministres concernés et puis à Frédéric Douma, à la Direction générale de la santé. Donc, s'il y a des avancées aujourd'hui dans notre secteur, si on a une enveloppe de 32,1 millions d'euros du Ségur pour faire de l'ACT et du LHSS hors mur, soyez-en assurés, c'est principalement à partir de votre travail qu'on arrive à obtenir de tels résultats. Donc, merci à toutes et à tous. Et puis, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.